Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Ici Mathieu, je suis en compagnie de William comme à l'habitude et également de Félix Berthiaume, physiothérapeute, qui est de retour sur le podcast. Aujourd'hui de retour pour discuter un peu, on va rattraper le temps perdu, voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis également, on veut vous parler du modèle de la douleur biopsychosociale, qui serait très intéressant. J'espère que vous allez rester avec nous. Fait que comment ça va les boys aujourd'hui? Ouais, moi, ça va Ça, bien. ça va Mais bien, là, ça va bien, là. déjà, le nom, il est pas bon parce que là, mal au pec, c'est pas vrai. Ben, j'avais mal au pec pendant longtemps. On va pouvoir en parler dans cet épisode-ci. C'est-tu dans ma tête? On va voir la réponse plus tard, mais non, c'est pas dans ma tête. Fait que là, déjà, Mathieu, le name tag il est pas bon. Puis là, tout alpha des alphas, j'aimerais des explications, s'il vous plaît. Ben, c'est toi juste avant de commencer le recording qui a dit que j'étais l'alpha des alphas, donc fallait que je l'écrive, là. Fallait que je prenne 100%. possession de ce surnom-là, là. 100%. Mais on est là aussi pour parler avec le physiothérapeute, Bert, la Ben légende. oui. Fait que là, de ce Hey, que je merci de me comprends, recevoir, les boys. ouais, de ce que je comprends, tu vas me donner pompier, c'est assez incroyable. Yes, là, ça commence à être un peu plus avancé dans ma formation. Là, quand on s'était vu la dernière fois, je pense que je commençais. Fait que là j'ai 4 mois de compléter dans mon cours. Il me reste à peu près un 5-6 mois. Fait que là, j'ai des choses un peu plus concrètes, mettons, à parler avec vous, là, aujourd'hui. Honnêtement, overall, méchante expérience, là. J'ai vraiment du fun, c'est incroyable. T'sais, moi, j'ai, un peu comme vous, là, j'ai un background de cours universitaires. Puis pas que j'ai pas aimé mes cours universitaires, mais tu sais, c'est vraiment plus magistral, il y a beaucoup plus de cours théoriques, des grandes classes. Moi, je suis quand même chanceux, on avait beaucoup de pratiques en physio, mais ça reste assez limité. Écoute, DEP pompier, là, c'est pas ça, pas en tout, là. Souvent, ce qui arrive, t'as une journée théorique, tu apprends des affaires, le lendemain, tu es en journée pratique, tu mets ton bunker, tu passes la journée dehors, tu pratiques tes affaires, ça t'applique directement ce que tu as appris en théorie. Il n'y a pas de. Il y a pas il n'y a pas de niaisage. Là. C'est vraiment straightforward, straight to the point. OK, aujourd'hui, les boys, on apprend comment envoyer de l'eau par le camion. Puis le lendemain, on envoie l'eau par le camion. Fait que c'est vraiment beaucoup plus appliqué. Je trippe quand même. Là. J'ai des choses quand même à parler par rapport à ça. Là, mais overall, c'est mon sentiment de ce côté-là. Là. C'est vraiment. C'était le move à faire pour moi, je pense. Là. Tu as parlé un petit peu de l'esprit de camaraderie là, qu'il y avait entre les boys. Puis, ben, tu sais, y a-tu des filles? Tu sais, comment ça se passe par rapport à ça? Là? Ouais, dans le fond, nous, on a 2 filles dans notre classe. Puis au total, il y a 12 filles dans la cohorte. Fait que 12 filles sur une cohorte de 150, si je me trompe pas. À peu près 10%, mettons, là. OK. Euh, pour ce que ça vaut, là, j'ai passé plus de temps avec les filles dans mon groupe. Parce que je les côtoie quotidiennement, là, puis ils sont vraiment sharp, là. Comme les filles qui sont dans mon cours, j'ai rien à dire, là. Tu sais, sont à leur affaire physiquement, sont à leur affaire théoriquement. Ils ont la mentalité pour être avec les boys. C'est vraiment, tu sais, ils vont bien rentrer dans le domaine quand ils vont terminer les cours, là. De ce côté-là, c'est vraiment nice. Puis pour vrai, ça apporte comme une dynamique un peu différente, là. J'adore être avec les boys. Puis on a une esti de. Oh, je peux-tu sacrer? Oui. On Ah, n'est pas, ok. on n'est pas financé par rien. Tu peux sacrer tant que tu veux. Ok. On a une esti dynamique, mais avoir une petite touche féminine, des fois, c'est pas pire, là. Tu sais, ça ramène un peu L'équilibre. sur terre, là, voilà. C'est bon pour l'équilibre, là, parce que des fois, là, si c'était juste des gars, ça serait des idées un petit peu trop caves. Fait que là, Ah, c'est bon des fois de. je te dis que des fois, ça vole pas haut, puis même des fois, ça décolle pas du sol, là. Je te Ouais, c'est dirais ça. que c'est. c'est. C'est ça. Ouais. Puis J'en entends des bonnes, là. par rapport à ça, tu sais, pour les tests physiques, j'imagine, ben, la dernière fois, je pense pas qu'on en avait parlé, mais tu sais, pour toi, ça devait être quand même assez facile, mais tu sais, ça consistait en quoi les tests physiques? Puis, y avait-tu une distinction pour les gars et les filles? Moi, j'ai entendu dire que c'était rendu un test unique, peu importe le sexe, dans le fond, là. Dans le fond, c'est ça. C'est rendu un test standardisé, hommes et femmes. C'est vraiment basé beaucoup sur de un effort que tu vas faire en tant que pompier, là. Puis de deux, beaucoup sur le CrossFit, parce que c'est comme le type d'entraînement qui se rapproche le plus de ce qu'on De va la faire job. sur un feu, mettons, là, ouais, c'est ça. C'est pas one for one, mais c'est relativement proche. Fait que, tu sais, tu prends par exemple les tests pour rentrer, c'était de la course, qui est la méthode de cardio la plus utilisée, là, des courses test navettes.
Il y avait des pull-ups à faire, des squats à faire, tout ce qui est associé à une traction par une poulie, lever une charge. Puis finalement, il y avait comme un mini parcours pompier qui durait à peu près 2 minutes, où est-ce que tu tires un mannequin, tu pousses une charge, tu pousses une gaffe, qui est l'outil qu'on utilise pour enlever du chips au plafond, mettons. Tout pour recréer un peu ce qu'on va avoir dans l'univers des pompiers. Puis ce qu'on fait en cours, on a notre module 16 qu'on appelle, qui est un cours d'éducation physique, on va dire. Là. C'est beaucoup du cherry picking de CrossFit qui se ressemble plus à ce qu'on va faire en tant que pompier. Là. Fait que, par exemple, des thrusters qu'on utilise, c'est des squats avec une poussée au-dessus de la tête. Les mouvements qui vont être le plus pertinents, mettons, ben ça, on les utilise au courant de l'année, puis on se fait évaluer par rapport à notre progression dans ces mouvements-là. Là. Fait que, on a 3 tests principaux, je pense, qu'on est évalués. Le premier, c'est Fran, c'est un entraînement standard au CrossFit. C'est 21, puis là, ça se peut que l'ordre soit pas exact, là, mais 21 pull-up, 21 thruster, 15 pull-up, 15 thruster, 9 pull-up, 9 thruster, fait ça le plus vite possible. Ça, c'est un des tests qu'on fait. On a aussi. Quel poids pour les thrusters? C'est 95 pour les hommes. Puis là, c'est la seule place qui a une différence pour les femmes, c'est 75 pour les femmes. Parce que c'est ou 65 pour les femmes. Parce qu'au CrossFit, c'est le poids standard pour les hommes et les femmes. Il y a une différence entre les deux. Là. On est évalué sur le test navette. La plupart du temps, ce qu'ils demandent, c'est un minimum. Puis après ça, si tu as atteint le minimum, ils demandent une progression dans l'année. Avec un certain range, là, si tu as déjà livré une performance qui est vraiment exceptionnelle, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que tu t'améliores. Mais au moins que tu maintiennes tes acquis. Puis finalement, le dernier, c'est un parcours pompier. Que, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment one for one ce que tu vas faire à la job. Là. Monte des escaliers avec un hose pack qu'on appelle, fait qu'avec des tuyaux, descend, pousse une charge, tire un corps, lève un tuyau en haut d'un toit, tape de la masse, utilise la gaffe avec une charge, puis il faut que tu le complètes le plus rapidement possible. Puis même chose, on le fait au début de l'année, puis on le complète, puis on le revérifie à la fin de l'année pour essayer de voir s'il y a eu une progression ou au moins un maintien des acquis là, à travers l'année. Je te dirais que la chose qui m'a marqué le plus là-dedans, c'est que pour moi, je pense que ça va être difficile d'aller chercher une progression tant que ça. Parce que moi, je suis un peu plus vieux que la plupart des gars. Je m'entraînais déjà beaucoup. Puis, j'avais un très grand volume d'entraînement pendant l'été que j'ai de la misère à maintenir en ce moment avec l'école, tu sais. Fait qu'on va voir, là, on va voir à la fin de l'année mes tests, ils ressemblent à quoi, là, mais ça me stresse pas trop, mettons. Là. Mais si tu maintiens ta performance où ça l'a baissé un peu, mais t'es quand même dans les meilleurs, c'est comme. Je pense que c'est quand même bien. Mais en tout cas, je sais pas, c'est pas moi qui évalue, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils jugent. Là. Ah non, définitivement. Puis tu sais, il y a quand même des choses que je peux améliorer. Là. Par exemple, dans le parcours, comme ma performance était correcte, là, était bonne. Mais il y a tu sais, la masse, mettons, j'ai perdu énormément de temps. J'avais beaucoup de difficultés. Fait que tu sais, même si j'étais préparé physiquement, il y a de la technique à peaufiner, il y a des choses que tu peux aller travailler, là, que malgré la force physique, tu peux continuer à performer ou à t'améliorer, mettons. Là. Ça, c'est un aspect que j'aime quand même pas mal. Là, parce que j'adore le CrossFit, mais là, ça fait plusieurs années que j'en fais. À un moment donné, tu atteins un plateau. Là, fait que c'est comme un deuxième objectif, mettons, à cibler. Là. Gauche pied à droite. Fait qu'on va-tu faire d'autres choses par rapport aux pompiers, genre? Ben, écoute, Pourquoi tu veux devenir pompier, en fait? OK. C'est quoi ta motivation? Là? C'est drôle de job, là, pour de vrai. Mais tu sais, je te vois 100% faire ça, là. Pour mes chums qui sont pompiers, je suis comme, tu sais, tu fais dans cette gang-là, je trouve, là, ça fait avec toi, mais comme, c'est où tes motivations? Ben, moi, j'adore la physio. J'adore aider les gens. C'est vraiment passionnant. C'est un domaine dans lequel tu peux faire beaucoup d'apprentissage. Tu peux changer tes approches. Tu as vraiment de sky's the limit. Mais, puis comme j'ai dit, j'adore aider les gens, mais faire ça à temps plein, toute ma vie, je me voyais juste pas faire ça. À la fin de ta semaine, quand ça fait 32 heures, 35 heures que tu vois des patients, tu as beau vouloir aider les gens, quand ils viennent te voir, c'est presque tous des gens qui sont en douleur. Là. Fait que c'est tous des gens qui ont besoin de ton aide, qui sont demandants émotionnellement pour la plupart, puis c'est bien correct. Sauf que pour moi, ça se retrouve à être trop à la fin de ma semaine. Puis je voulais pas que je développe un sentiment de routine un peu. Ben, c'est pas tout à fait le terme, mais je veux pas que ça devienne routinier puis que je rentre dans mes mauvais plis ou dans des plis que je me suis fait en début de carrière parce que
plus capable d'utiliser mon cerveau après 30 patients, tu sais. Mais Je tu veux être voulais, frais pour tes clients, dans le fond. ouais, c'est ça, je veux vraiment rester en edge. Ouais. Puis l'avantage de l'horaire pompier, c'est que ça me permettrait de faire ça. Tu sais, si je commence par exemple à temps partiel, ben pour moi, c'est facile d'aller remplir mon bureau de patients dans mon temps qui est libre. Puis si je trouve un poste à temps plein qui offre un horaire qui est de plus en plus répandu, qui se retrouve à être il faut juste pas que je me trompe, mais 7 24 heures par 28 jours. Dans le fond, tu as 7 chiffres de 24 heures à faire par mois. Ben, le reste du temps, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Fait que moi, ben, ça serait de la physio. Fait que c'est une option que je voyais qui était physique. C'est une option que je voyais qui me permettrait d'avoir un rapport avec une équipe de travail parce que là, moi, je suis tout seul dans mon bureau. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu qui est quand même assez pertinent. Puis en même temps, ben, ça me permettrait de faire mes deux carrières là, en même temps. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Fait que dans le fond, c'est ça, tu viens chercher un peu ton besoin d'affiliation, puis tu as un sentiment d'appartenance parce que quand t'es physio, c'est ça, t'as beau. Je pense que tu donnais des cours des fois, là, tu sais. Mais sinon, c'est sûr que juste un à un avec les clients, des fois, t'es tout seul, t'es dans ta tête, t'es dans tes affaires pas mal. Là. Fait que, ouais, C'est ça ça. peut être le fun de socialiser avec du monde. Voilà. J'aurais pas Ouais, pu mieux le dire. Hein. puis tu sais, quand tu parlais au niveau de l'empathie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des professions en santé ou d'aide d'aide sociale, peu importe, qu'à un moment donné, comme tu dis, quand tu vois beaucoup de gens qui sont en douleur, qui ont des problèmes, puis tu es là, tu veux les aider, etc. Mais à un moment donné, quand c'est comme trop, tu sais, tu te protèges toi-même, puis t'es comme plus capable d'avoir autant d'empathie que tu voudrais avec le monde, parce que c'est comme la 15e fois cette semaine, genre, qu'il y a le même problème avec la même douleur, le même. Fait qu'à un moment donné, t'es comme plus capable d'avoir de l'empathie pour la personne, puis en même temps, ça devient difficile pour toi aussi de toujours être dans le sentiment de OK, elle est en douleur, la personne a de la misère, puis fait que tu te protèges en te mettant comme un mur, mais en même temps, des fois, ça t'empêche de donner peut-être le meilleur soin que tu voudrais. Fait que des fois, de comme séparer les deux, puis là, d'avoir comme tu sais, tu vas peut-être voir moins de patients, mais chacun des patients que tu vas voir, tu vas offrir peut-être un meilleur service que autrement si tu faisais juste ça, peut-être. Parce que tu réponds à tes autres besoins psychologiques, puis un autre genre de passion à toi que tu as dans tes autres journées. Puis là, quand tu viens faire ta physio, t'es comme tu as dit, t'es plus frais, puis t'es plus prête à aller aider le monde, là, ça se peut-tu? Définitivement, j'aurais pas pu mieux le décrire que ce que tu viens de dire. Puis l'enjeu principal que je trouve un peu triste, c'est que moi, je me considère vraiment très chanceux. Là. En partant, physiothérapie, le domaine du privé il est très développé. Fait que pour moi, c'est facile de changer mon horaire. C'est facile de l'adapter en fonction de ce que je veux faire puis de mes besoins. Puis moi, je suis encore plus chanceux parce que là, je travaille dans mon propre bureau. Mais tu sais, même en clinique privée, il y a moyen de s'arranger. Quand tu compares ça à des jobs qui sont plus au public, ça, c'est une grande critique que j'ai. Puis là, je veux pas nécessairement qu'on parte un grand débat là-dessus. Mais tu sais, le réseau public, quand tu travailles dedans, c'est tellement difficile de sortir du moule que t'es limité à cette option-là et cette option-là seulement. Tu sais, si je veux devenir physio dans le domaine public, puis là, en ce moment, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y a vraiment un très, très grand manque de physio, fait que c'est peut-être négociable. Là. Mais il faut que tu fasses ta semaine avec ton nombre d'heures, ton nombre de jours dans ta semaine. Tu sais, le moule, il est préfet. Fait que si je veux faire autre chose, puis me changer les idées avec une deuxième profession, ben c'est plus difficile, mettons. Là. Fait que je me considère super bien choyé. Puis c'est pour ça que, comme tu as décrit, Mathieu, je pense que c'est vraiment de quoi qui est répandu dans notre système. Parce que les gens, ils se retrouvent à être blasés un peu parce qu'ils sont un peu victimes de leur poste puis de ce qu'ils doivent faire, dans le fond. Là. Puis je suis Ouais, sûr que tu as puis le cas inverse aussi, que tu as des gens qui vivent que pour ça. Tu sais, ils ont sûrement des infirmières là, que tu sais, ils vont dans ce métier-là pour cette raison-là, comme ils veulent aider les gens vraiment. Puis c'est ça qui est drive, qui leur donne l'énergie. Là. Moi, c'est d'un commentaire que j'ai déjà entendu. Mais tu sais, tu peux avoir l'effet inverse exactement, comme moi aussi, je pense un peu la même chose. À un moment donné, c'est comme ben, c'est beau, là, mais tu sais, on est yang dans le négatif tout le temps, tu sais, ou la majorité du temps. Fait que tu sais, c'est le fun de voir d'autres choses. Tu sais, avec la job de pompier, tu sais, comme tu disais, là, c'est des chiffres de comme tu as 7, 24 heures à faire dans ton mois. Fait que c'est pas long que tu as fait ton 40 heures d'une semaine parce que quand tu y vas, c'est la journée au complet. Tu sais. C'est 24 heures. Fait que, ouais, en tout cas, si tu aimes ce métier-là, pour de vrai, c'est quand même cool pour ça. Là. Tu rentres, puis comme c'est pas long que tu fais ton 40 heures.
Ah ouais, puis c'est fou, là, tu sais, là, je suis pas pompier encore, là, on a seulement fait que nos cours à l'école, mais c'est aussi simple que de faire un simulateur qu'on a fait à l'école, par exemple, puisqu'ils se retrouvent, dans le fond, à créer une fausse bâtisse avec des containers, mettre le feu là-dedans, puis ils disent, OK, là, on va éteindre un feu. Tu sais, c'est vraiment une application réelle de ce qu'on voit, puis juste ça, là, l'adrénaline dans l'équipe, là, ça monte instantanément, là. Tu sais, on a fait 3 heures de simulateur, puis j'ai des histoires là, que je pourrais vous conter pendant probablement 1 heure. Là. J'ai vraiment hâte de voir, puis j'en ai parlé. Tu sais, on se promène, on va voir des casernes un peu aussi. Là. J'en ai parlé à des pompiers, là, puis apparemment, c'est vraiment une expérience là, d'arriver sur un feu, là, un feu de structure qu'on appelle, où ce que le bâtiment il est vraiment en feu. Là. C'est une autre game. Là. Les boys dans le cab, il y a de l'adrénaline en maudit en se rendant là. Ouais, puis tu parles d'adrénaline, puis tu parles de simulation, tu parles aller agir quand il y a un feu, tu sais. Puis c'est pas tout le monde nécessairement qui serait capable d'être un pompier parce que ça prend beaucoup de courage, tu sais, parce que rentrer dans un bâtiment en feu, c'est pas nécessairement tout le monde qui aurait, c'est ça, les couilles de faire ça. Tout. Puis comment toi, c'est depuis quand que tu sais que t'es ce genre de personne-là, que t'es capable d'être un pompier, puis tu veux être cette personne-là qui peut risquer un peu ta vie, veux pas, pour aller tu sais, sauver les gens, sauver les bâtiments qui prennent feu, mettons. Honnêtement, j'ai envie de te dire que tu peux jamais vraiment le savoir tant que tu l'as pas fait, là. C'est sûr que moi, je savais que j'aimais aider les gens, puis c'est un emploi qui te met vraiment en contact direct avec la population, là. Fait que je savais que cet aspect-là du travail, je l'aimerais, mais de savoir en tant que tel que j'aimerais ce feeling-là ou cette adrénaline-là d'aller au danger, tu sais, pour éteindre un feu, tu peux pas vraiment le savoir tant que tu l'as pas fait. Puis c'est pour ça que souvent, quand tu arrives à ce moment-là de l'année, quand on fait les simulateurs, il y a des gens qui vont quitter le programme. Parce que c'est vraiment, on se le fait dire, on se le fait driver dans la tête. OK, tu vas voir, c'est chaud. Tu vas voir, il faut que tu fasses telle affaire. Il faut que tu suives le protocole pour être le plus sécuritaire possible, pour être le plus efficace possible. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le savoir. Tu sais, je peux te donner un exemple, par exemple, qu'on a eu au simulateur, où est-ce que dans le fond, quand on a une équipe standard, on va avoir un officier avec une caméra thermique qui va mesurer la chaleur dans les pièces où est-ce qu'on s'en va pour nous guider un peu. On va avoir le porte-lance qui porte l'eau, qui a le tuyau, puis le fontainier qui a des outils puis qui explore un peu plus la pièce puis qui va donner l'information à l'officier puis au porte-lance. Puis on a pris, moi j'étais porte-lance, puis on a pris la décision de rentrer dans une pièce pour aller éteindre le feu, qui était probablement vraiment limite niveau température. Là. C'était vraiment un move audacieux, on va dire ça comme ça. Là. Euh, puis finalement, on a eu des problèmes avec notre tuyau en rentrant. Fait que je me suis retrouvé à être assis sur mon tuyau devant le feu pendant un bout. Puis la chaleur, là, comme j'ai jamais rien vécu dans ma vie avant. Là. Les oreilles qui te picotent comme si tu avais des coups de lame de rasoir dans les oreilles. Les mains, je perdais l'utilisation de mes doigts. Fait que j'étais obligé de cacher mes gants en dessous de mes aisselles en tenant mon tuyau entre les coudes en attendant qu'on reçoive le tuyau et que je puisse éteindre le feu. C'est vraiment tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. Puis je me considère assez tough d'esprit. Mais à ce moment-là, je me disais, si on n'a pas l'eau bientôt, il va falloir qu'on sorte. Là. Je vais pas être capable de toffer, mettons, dans cet environnement-là. Là. Fait que, ce genre d'expérience-là, j'ai beau vous la décrire, vous pouvez vous imaginer, ça ressemble un peu à quoi, mais tant que vous l'avez pas vécu, c'est difficile de comprendre un peu. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens, comme je vous dis, qu'à chaque année, ben, ils se retrouvent à quitter un peu dans ce coin-là. Là. Ça make or break des pompiers. Le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Hein? C'est ça. Bien Ben, tu dit. sais, hey, ça, c'est une vieille toune. Mais c'est un peu la même affaire. T'sais, tant que tu t'es pas gelé les pieds en jouant au hockey, vraiment là, une vraie engelure. Puis là, tu mets tes pieds après ça, enlever tes patins, puis là, mettre tes pieds dans la neige dehors, ou juste tes pieds ils dégèlent dans l'eau, whatever. Hey, ça fait tellement mal. Mais tu sais, le feeling que tu décrivais, les oreilles, les mains, c'est un peu le même principe qu'un engelure, mais c'est l'inverse. C'est juste c'est chaud. Ben, tabarnouche, tu sais, jamais, tu sais, c'est ça. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas t'imaginer cette douleur-là. C'est vrai qu'on l'associe plus au froid souvent, là, parce que c'est comme on entend plus parler du froid parce que le froid, qu'est-ce qui est là, on le vit, tu sais. Mais la chaleur, à moins que tu es pompier, où tu te brûles, tu travailles dans une cuisine, tu te brûles, tu sais, c'est comme, on le vit pas vraiment. Ouais, non, c'est bien intéressant. Je sais pas si tu voulais rajouter de quoi, Mathieu, mais moi, je commencerais sur le modèle biopsychosocial de la douleur.
Non, c'est ça, j'ai bien aimé ta réponse, je trouvais ça intéressant, puis ça me surprend pas qu'il y ait des gens qui décident de drop out après avoir vécu ça parce qu'ils se rendent compte que c'est pas pour eux, parce que clairement, les pompiers, c'est comme une classe à part, là. Faut vraiment que tu sois motivé, puis faut que t'ailles, c'est ça, faut pas que tu sois sans peur, mais tu sais, faut que tu aies une certaine tolérance à la peur, puis une tolérance à la douleur un peu, là. Puis ben, ça tombe bien parce que ça fait un beau passage vers notre sujet d'aujourd'hui. Hein? Euh, comment que j'ai eu l'idée pour ce sujet-là, c'est dans le fond, je suis abonné à la Mass Research Review, qui est un genre de magazine qui sort à chaque semaine où il y a des professionnels qui font des révisions d'études puis qui les résument, dans le fond, pour les grandes masses de professionnels de la santé, surtout au niveau de la nutrition et de l'entraînement physique. Et cette semaine, il y a un nouvel article qui est sorti sur le modèle de la douleur, celui qui est sur la bio, la psycho et la socio en même temps. Puis, qui de mieux pour faire venir sur le podcast que Félix, qui est expert en la matière, hein, qui est physiothérapeute. Lui, tout ce qui est blessure, tout ce qui est douleur physique, c'est pas mal la personne la plus expérimentée là-dedans que je connais. Fait que je me suis dit, on va l'inviter pour parler de ça ensemble, puis voir comment ce modèle-là, on peut l'appliquer dans la vraie vie, hein, quand on se fait mal, quand on a une douleur quelque part, puis comment aussi on devrait pas l'appliquer au contraire, et peut-être parler un peu de nos expériences personnelles avec des blessures, avec des douleurs qu'on a déjà eues, puis voir tout ça ensemble, là. Parfait. Ben, tu veux-tu que je commence par expliquer un peu c'est quoi le modèle biopsychosocial pour que les gens aient une petite idée et qu'on se base un peu là-dessus? Ouais, parle-nous donc du modèle cartésien ou du modèle, tu sais, juste biomédical, là, dans le fond, avant qu'on rajoute le psychosocial là-dedans. Parfait. Fait en partant, l'article que tu nous as, ben, ou le résumé d'article que tu nous as envoyé, Mathieu, parmi des bons articles que j'ai eus, vraiment très concis, très bien résumé, à jour, c'est vraiment nos cours de physiothérapie, c'était vraiment très basé sur ce que tu as envoyé, là. C'était à peu près tout ce qui était mentionné, ça concordait avec ce que je savais ou ce qui nous a été enseigné, à quelques petites exceptions près, là, mais c'était vraiment A1 de ce côté-là, là. Fait que, pour commencer, l'ancien modèle. Le modèle de base, par rapport à la douleur, c'est le modèle plus biologique qui explique ou qui avance que quand on a une blessure, quand la blessure elle arrive, on a mal. Quand elle est en cours de guérison, la douleur va avoir tendance à diminuer ou à se maintenir. Puis quand on est guéri, quand la structure est guérie, est réparée, on n'a plus de douleur. Ça, c'est le modèle qui a été utilisé pendant plusieurs années, puis qui est relativement logique, là. Quand tu as une structure qui est atteinte, c'est sûr que le risque de douleur est présent. Puis quand la structure est complètement guérie, ben, le risque de douleur est beaucoup plus faible. C'est ce qui a été utilisé pendant plusieurs années. Puis c'est aussi ce qui a été utilisé pour bâtir le modèle biopsychosocial par-dessus, qui est comme une version un peu plus complète ou plus adaptée, mettons, de la douleur, là, qui est plus à jour. C'est ça. Fait que, dans le fond, le modèle, c'est ça que tu as mentionné, biologique, fait beaucoup de sens, très logique. Mais par contre, on a remarqué que des fois, on peut avoir mal. Puis des fois, c'est difficile de trouver une raison pourquoi on a mal. Tu sais, on a de la misère à trouver. Il n'y a pas vraiment de blessure, pas vraiment de dommages, mais on a quand même des douleurs. Puis aussi, des fois, la douleur peut augmenter ou, tu sais, puis sans nécessairement que la structure se soit empirée ou que la blessure se soit empirée. Donc, ça peut nous aider un peu à expliquer ça, c'est ce que je pense. Exact. Donc là, le modèle plus récent qu'on utilise, qui est le modèle biopsychosocial, utilise différentes sphères de la vie d'une personne pour expliquer l'apparition, comme tu as dit, de douleur qui n'est pas nécessairement reliée seulement qu'à l'aspect biologique. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre modèle biopsychosocial, on va tenir compte des facteurs biologiques, donc la blessure initiale, le temps de guérison, les facteurs de récupération, le sommeil, par exemple, qui va avoir un impact sur la guérison de la structure. Mais on va aussi tenir compte des facteurs psychologiques, donc tout ce qui est stress, anxiété, qui a été démontré à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises,
pour avoir un impact sur le temps de récupération. Donc, le stress et l'anxiété semblent être reliés à la vitesse de récupération. Et finalement, on a l'aspect social qui va tout être relié à notre entourage, notre niveau d'éducation, notre perception de la blessure. Donc, ces trois sphères-là ensemble sembleraient être un modèle plus précis pour pouvoir juger ou évaluer la douleur d'une personne. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une blessure qui est beaucoup plus grave physiquement, elle va avoir une place très importante sur mes trois sphères. Puis d'une autre façon, on pourrait voir quelqu'un qui a tendance à être très anxieux par rapport à ses blessures ou qui n'a pas une bonne vision des blessures ou de ce qu'il est capable de faire. Puis ça aussi, ça va impacter différemment, mais à même titre, la douleur. C'est ça. Puis là, je regarde encore l'article que je t'avais envoyé, puis je vois un exemple de comment qu'on pourrait utiliser le modèle biopsychosocial. Puis là, dans le fond, c'est pour un peu recadrer des fois le narratif qu'une personne pourrait avoir par rapport à sa blessure. Puis là, l'exemple, c'est je suis en douleur parce que j'ai endommagé mon genou. Mon genou s'est blessé parce que j'ai fait un exercice qui était dangereux, puis parce que j'ai des mauvais genoux. Ma douleur s'en va pas parce que elle va pas s'en aller tant que mon genou n'est pas guéri. Fait qu'il faut absolument que j'évite des mouvements qui utilisent mon genou avant que la douleur s'en aille. Puis après ça, quand je vais revenir à l'entraînement après que je vais avoir guéri, ben la douleur va revenir si je refais encore l'exercice qui était dangereux ou un exercice qui était similaire. Fait que là, Exact. comment qu'avec le modèle biopsychosocial, on pourrait aider à comme recadrer ça, puis comme, tu sais, rendre ça plus, remplir un peu l'espoir, là, parce que c'est un petit peu, ouais, dans le désespoir, là. Ben, c'est sûr que quand j'ai des patients qui arrivent avec ces discours-là, n'importe quel physiothérapeute va s'attendre à ce que la progression soit différente, là. Je vous dirais ce qui arrive le plus fréquemment dans mon cas, c'est quand un autre professionnel de la santé, puis là, je juge personne, je juge aucun professionnel, mais souvent ce qui arrive, c'est que le patient il a vu un professionnel de la santé dans le passé, il s'est fait donner des informations qui soit sont partiellement vraies ou fausses. Puis après ça, la perception du patient est vraiment difficile à changer par rapport à ça. Puis ça va énormément affecter la vitesse de récupération. Un très bon exemple, là, c'est quand un patient qui arrive classique, là, hernie discale. Ça, là, vous en avez sûrement déjà entendu parler, les hernies discales. On a tout un oncle de 45 ans ou de 60 ans qui a eu une hernie quand il avait 17 ans, puis depuis ce temps-là, il n'est pas capable de se pencher par l'avant sans avoir mal, ou il n'est pas capable de rester assis 2 heures sinon il a mal. Quand le patient il m'arrive et qu'il me dit j'ai une hernie discale, je sais déjà que ça va être plus complexe comme cas. Là, souvent, je questionne quand est-ce que vous avez eu votre hernie discale. Là, ça arrive souvent que la personne va me sortir en 2004, j'ai eu une hernie discale. Biologiquement parlant, l'hernie discale, depuis 2004, est guérie comme elle va guérir, puis elle a peu d'impact sur la. Puis là, je parle pour la plupart des hernies, là, on a tout le temps des cas plus extrêmes. Là. Elle a peu d'impact sur l'état du dos de la personne. Là, c'est des déficits qui sont développés autour qui vont être problématiques. Mais là, si cette personne-là, elle arrive, puis elle vient me voir, puis qu'elle dit j'ai une hernie discale, c'est ça qui me fait mal au dos, et tous les conseils que je vais donner, les applications que je vais donner vont être beaucoup plus difficiles à appliquer parce que souvent, ces personnes-là, ils viennent avec un bagage d'aversion au mouvement, donc ils vont essayer de limiter les mouvements du dos. Ils vont limiter les choses qui leur font mal, puis quand ils ont mal, ils vont être beaucoup plus attentifs à leur douleur parce qu'ils ont fait un lien de douleur à blessure. Puis tout ça, c'est des choses qui sont vraiment pas nécessairement négatives, mais qui affectent définitivement le temps de récupération. Ça, c'est des croyances qui sont difficiles à changer, mais qui sont importantes à changer. Si je reste un peu avec l'exemple d'hernie discale, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a eu l'hernie, on a perdu de la fonction au niveau du dos pendant longtemps, puis là, on a comme on appelle ça des dysfonctions en physio, là, on a un dos qui fonctionne pas bien, puis étant donné qu'on va pas rechercher ces mouvements-là qu'on n'est plus capable de faire, bien, on les regagne jamais. Tu sais, si ça a l'air stupide, là, puis c'est vraiment, quand vous vous entraînez, c'est la même chose, là, mais si je m'entraîne pas à me pencher vers l'avant, je vais jamais être capable de devenir meilleur à me pencher vers l'avant. Voilà, c'est des choses
qu'il faut souvent aborder avec des patients, puis c'est des choses qui affectent définitivement le temps de récupération. Là. C'est ça, parce que dans le fond, toi, ton but, quand tu vois un patient qui a une certaine blessure, certaine douleur, tu sais, ton but, c'est qu'il puisse recommencer à faire le mouvement, qu'il puisse recommencer à être fonctionnel sans avoir mal, sans se blesser, puis qu'il puisse, tu sais, être un humain fonctionnel, soit dans son sport ou même dans la vie en général. Puis des fois, comme d'avoir trop peur d'un mouvement, tu sais, ça peut t'empêcher d'avoir une récupération, tu sais, puis de revenir à la normale. Puis tout ce que tu me disais, ça me fait penser au deuxième modèle, là, qui est le modèle de peur et d'évitement, là. Puis, tu sais, dans le fond, qui fait que quand tu te fais mal, tu vas avoir. Quand tu te blesses, tu vas avoir mal. Puis là, si tu rends ça comme une catastrophe, tu vas avoir peur d'avoir mal. Fait que là, tu vas faire tout ce qui est en ton possible pour éviter d'avoir mal. Fait que tu vas arrêter de bouger, tu vas arrêter de faire tel mouvement. Puis là, dans le fond, ça va probablement empirer c'est pas ta flexibilité, mais ton fonctionnement normal de ton corps, tu sais. Alors que si on essayait, tu sais, d'y aller tranquillement, peut-être accompagné d'un physio, puis qu'on recommençait à faire des mouvements, puis qu'on évitait de trop faire de l'anxiété par rapport à la douleur, ça pourrait nous aider peut-être à regagner de la mobilité, puis au final, tu sais, nous envoyer vers un chemin qui nous mène vers le rétablissement complet, là, ou presque. Exact, c'est un modèle qu'on utilise souvent, puis comme tu as vu sur lequel mon discours est beaucoup basé. Mhm. Puis ça apparaît souvent aussi beaucoup avec les douleurs chroniques. Là. Quand on a eux, ils utilisent une sensibilisation à la douleur. Là. Moi, je vais parler de centralisation juste parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Là. C'est un peu la même chose. Là. Mais quand on a mal pendant longtemps, le signal de douleur est constamment stimulé. Okay? L'exemple que je donne aux patients, c'est comme si tout ce qui est nerveux, fait que douleur, contraction, toucher tactile, c'est une route. Okay? C'est un signal qui part d'un point qui va jusqu'à ton cerveau, puis après ça, qui va de ton cerveau jusqu'à où est-ce qu'on a eu le stimulus initial. Quand tu as mal depuis 15 ans, c'est plus une petite route de campagne qui fait le chemin de la douleur, c'est une autoroute 6 voies, 8 millions de sorties, 150 chars à la minute, bloqué non-stop, trafic. Okay? Fait que le signal de la douleur qu'on avait initialement est plus autant représentatif de la problématique que ce qu'on perçoit. C'est une autre façon de dire que quelque chose qui me ferait un peu mal, un 1 ou 2 sur 10, ben, à cause de la douleur chronique, va devenir un 4 ou un 5 sur 10. Puis ça, c'est un enjeu parce que, ben, de un, la personne souvent vient me voir parce qu'elle a mal, fait que mon but, c'est de diminuer sa douleur. Puis c'est un autre enjeu parce que ça fait que quand on fait un retour aux activités physiques pour une condition qui est chronique, ben, c'est difficile parce que là, passer à travers cette douleur-là pour aller chercher un range plus important ou une mobilité, une force, une mobilité plus importante, ben là, c'est difficile de dire au patient pousse un peu dans la douleur, pas trop dans la douleur pour pas te blesser, mais un peu dans la douleur pour diminuer cet effet-là chronique. Ça, c'est comme vraiment un jonglage à faire. Puis ça, par mon expérience de physio, ça va être une learning curve pour le restant de ma vie parce qu'il faut vraiment que tu t'adaptes en fonction du patient. Là. C'est pas tout le monde qui le gère de la même façon. Mais cet effet-là de catastrophisation puis de douleur centrale ou de sensibilité plus importante à la douleur, c'est... Écoute, si vous êtes capable de trouver une pilule pour ça, là, vous êtes milliardaire. Ouais. Ça doit être... Je me rappelle, dans un de nos cours, ils nous en parlaient, mais c'est un chiffre astronomique proportionnellement à nos dépenses du gouvernement québécois pour la santé, qui est juste relié aux douleurs de dos chroniques. Puis pourtant, une fois que c'est bien pris en charge avec un physio ou un professionnel quelconque, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des très grandes diminutions de la douleur, puis il y a beaucoup de gens qui ont aussi une diminution totale de la douleur. Mais ça coûte énormément d'argent au Québec, là. Tout ce qui est associé aux douleurs chroniques, tout ce qui est associé à la médication qu'on prend pour diminuer cette douleur-là, c'est un coût incroyable. Puis, mettons, là, tu sais, fait que l'objectif de ça, c'est dans les cas où ça nous le permet, ben, tu sais, de réintroduire le mouvement, puis de limiter le niveau d'activité physique jusqu'à temps que tu atteignes comme le point d'inflexion, dans le fond. Est-ce que je comprends? Ouais, c'est ça. Dans le fond, si on part avec notre phase qui est plus aiguë ou subaiguë,
de la blessure, là, c'est sûr qu'on va limiter beaucoup notre niveau d'activité physique pour donner le temps à Voire la structure de zéro, là. guérir. Ça se peut qu'il y en ait Ouais. pas au début, mettons. Exactement. Quand on arrive plus dans la phase chronique, là, c'est un peu le contraire. On veut repartir notre activité physique dans des ranges qu'on évitait à cause de la blessure initiale, en augmentant graduellement, en surchargeant graduellement le mouvement pour essayer d'aller chercher plus de fonctions qui va mener éventuellement à une diminution de la douleur. Puis, le meilleur exemple, vous avez sûrement déjà vu, en fait, c'est sûr que vous avez déjà vu, puis ça devient un peu plus populaire dans le monde de la réadaptation, mais tout ce qui est Jefferson Curl ou les exercices de flexion lombaire prononcés, qu'on a longtemps dit de complètement éviter, parce que c'est pas une position dans laquelle notre dos et les structures inertes sont fortes. Mais plus le temps avance, puis plus je vois des patients, puis plus je le propose à des patients, puis c'est une clientèle spécifique, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, plus je me rends compte que dans ces aspects-là de douleur chronique, où on avait une dysfonction en extension, ça aide beaucoup. Ça aide énormément pour le patient de se remettre dans ces positions-là, de renforcer des petites chaînes musculaires avec une charge qui est honnêtement banale. Tu n'as pas besoin de super lourd pour avoir un bon Jefferson Curl. Mais juste de rentrer dans cette position-là de flexion prononcée, qu'on ne voit jamais quotidiennement ou presque jamais, ça me donnait des résultats qui sont assez pertinents, là. Beaucoup de gens qui ont eu des très bons résultats juste en se penchant comme il faut vers l'avant, puis en étant capable de décortiquer, OK, là, je vais lever une charge, je veux une position lombaire neutre, ou je veux stimuler chacun des segments lombaires, fait que je vais faire volontairement une flexion excessive pour aller stabiliser ça. Parce que je te le dis, tu demandes à n'importe qui s'entraîne ou n'importe qui a une blessure depuis longtemps, puis tu lui dis, va chercher une charge au sol, là. Là, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Là. Ouais, ils le font en squat. Ça va être en squat ou en extension excessive lombaire, puis là, on se penche vers l'avant pour aller chercher nos affaires. Ben, Comme un Romanian deadlift. Ouais. Comme un Romanian deadlift. Mais tu veux-tu meilleur que ça encore? Moi, mettons, en ce moment, je travaille à l'hôpital, plus la section de la cuisine, là, comme technicien. Puis la majorité des employés que je vois qui s'occupent de l'inventaire puis tout, ils font exactement qu'est-ce que tu as montré comme mouvement. Puis je leur ai demandé, pourquoi vous levez les caisses de cette façon-là, Puis ils ont dit, ben, c'est le même qui nous l'ont montré. Puis je suis comme, OK, fait que, genre, littéralement, dans une job où, mettons, les personnes qui prennent pour faire ça, ils essaient de prendre du monde qui ont assez de force physique pour faire ça à la base. Mais, dans la formation comme telle, ils disent pas, genre, essayez de développer, genre, votre force, mettons, au niveau, tous les muscles autour de la colonne vertébrale, puis tout ça. C'est comme, non, là, tu te penches, tu y vas en squat, puis là, tu le relèves, puis là, écoute, la minute que là, si tu shifts un petit peu trop vers l'avant, puis là, tu as une rotation au niveau des hanches, ah non, là c'est dangereux, là, tu vas te blesser, puis là, la CSST, puis là, Fait que je suis comme. Je comprends ça vient de où, mais en même temps, c'est parce que tu évites le mouvement, mais ce mouvement-là est hyper bénéfique. Comme tu dis, si tu deviens efficace dans le Jefferson Curl, après ça, ben, tu peux être efficace dans n'importe quel mouvement de deadlift là, dans ta. Ben, je dis deadlift, mais n'importe quel mouvement où tu as un mouvement au niveau des hanches. Puis tu sais, au final, c'est pas parti, comme tu dis, de nulle part. Là. Effectivement, efficacement, pour être plus centré sur pour que notre centre de gravité soit le plus centré possible au-dessus du bassin, faire un squat pour lever une charge, c'est efficace. Quand tu as 150 millions de charges à tous les jours à lever, c'est pertinent. Sauf que si tu n'utilises jamais, exactement comme tu as dit, le bas du dos, jamais, jamais, jamais. Là. Si tu es dans l'évitement, c'est pas bon. Si tu es dans l'évitement parce que tu t'es fait dire faut pas que je bouge avec mon dos, la seconde tu vas faire un faux mouvement, la seconde tu vas t'en servir de ton dos pour une quelconque raison, il est zéro préparé à faire ça. Puis là, on dit pas l'autre extrême où il faut que tu te penches le dos courbé à tous les jours pour lever tes charges excitées tout le temps. C'est pas mieux. Mais faut quand même avoir une certaine préparation au niveau de ces chaînes musculaires-là parce qu'au final, tout ce qu'on a, on s'en sert. Là. À quelque part, on finit par s'en servir pour quelque chose. C'est vraiment une perte de ne pas aller utiliser cette région-là puis de s'assurer qu'elle aussi est en santé au lieu de juste l'éviter puis de se dire si je m'en sers pas, ça va pas se blesser. Ben, là, N est égal à 1, là, c'est mon expérience personnelle. Ben, j'ai déjà travaillé dans un emploi où il fallait que quotidiennement, je lève des poches de semences ou whatever, mais des poches de 25 kilos, là, des poches de 55 livres. Puis, à l'époque, je deadliftais peut-être 4 plates, mettons 405 livres. Fait que, chaque poche, c'était comme un huitième, mettons, de mon max deadlift.
Mais tu sais, moi, j'étais le seul qui levait les poches puis qui utilisait vraiment mon dos. Il était pas courbé excessivement, mais tu sais, qui était dans une position bien normale, peut-être un petit peu euh, voyons Flexion pas. Ouais, lombaire. une flexion au niveau thoracique, niveau lombaire, tu sais, légèrement. Tu sais, pas exagéré, mais tu sais, légèrement. Tu sais, je levais, mettons, une cinquantaine de poches par jour, puis tu sais, je me suis jamais blessé, mais c'est parce que après ça, je revenais chez nous, puis je m'entraînais, je faisais des Romanian deadlifts, je faisais des deadlifts, fait que tu sais, tous mes muscles étaient comme développés. Fait que tu sais, là c'est dans une situation où j'ai jamais eu de blessure à ce niveau-là, je suis chanceux, tu sais, je croise les doigts, je garde ça comme ça. Mais tu sais, un individu qui est en santé, qui n'a pas de blessure, devrait être en mesure de faire ces mouvements-là. Puis, tu sais, mais aujourd'hui, tu as parlé du Jefferson Curl, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un mouvement qui me fascine personnellement. Puis là, qui est en train d'augmenter sa popularité dans le monde du fitness. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vu comme, OK, ben, tu vas au gym, tu commences, tu fais des deadlifts, tu fais des RDL. Puis le Jefferson Curl, c'est comme le mouvement pour ceux qui sont avancés, qui veulent vraiment optimiser leur santé lombaire, si on veut. Mais moi, je le verrais à l'envers. Il faudrait que tu commences avec ce mouvement-là, que tu progresses tranquillement. Tu sais, à la limite, juste commencer bodyweight. Là. Il y a peut-être des gens que tu vas me dire que c'est pas possible pour eux. Mais tu commences juste avec ton poids du corps, tu progresses tranquillement pas vite. Puis après ça, si tu fais ce mouvement-là comme il faut, puis tout, après ça, tu vas pouvoir progresser vers le deadlift. Puis c'est sûr que tu vas faire des deadlifts, puis que tu vas avoir moins de risques de te blesser. Là, C'est définitivement, ça reste un mouvement qui est relativement complexe et relativement avancé, mais comme tu dis, on peut définitivement l'introduire plus tôt dans la fitness journey de quelqu'un. Tu sais, avoir une bonne conscience corporelle, puis avoir une bonne idée de comment stabiliser chaque segment, même si tu n'es pas dans la position optimale, ben c'est pertinent. Surtout à chaque fois que tu vas lever une charge, si tu es plus prête à lever la charge, ben écoute, ton risque de blessure est diminué, tu es plus préparé. Là. Au même type que tu n'enverrais pas un soldat se battre à la guerre avant de l'avoir préparé au maximum, ben tu veux comme rendre bulletproof chaque région, comme ça, s'il arrive de quoi, s'il arrive un faux mouvement, s'il arrive une bad luck, ben tu as moins de risque de blesser, puis si tu te blesses, ben ta récupération va être beaucoup plus rapide. Puis j'ai quelque chose à dire par rapport à qu'est-ce que tu disais, William, là, des employés, par exemple dans la cuisine, là, qui lèvent des petites charges ou tu sais, des fois c'est des charges quand même significatives. Là. Mettons, on parlait d'une poche de 50 livres ou tu sais, quelque chose du genre. Puis là, toi, tu as donné l'exemple de toi que, mettons, tu es capable de faire un deadlift avec une charge de 400 livres. Fait que là, toi, après ça, lever 50 livres plusieurs fois dans ta journée, tu te blessais pas, puis c'était pas un problème. Mais moi, je pense aussi, tu sais, au-delà de juste de pas être habitué d'être dans une certaine position, un certain mouvement, si ta charge maximum que tu es capable de lever, c'est 75 livres, puis là, faut que tu lèves 60 livres, c'est pas la même chose que si ta charge maximum que tu es capable de lever, c'est 400 livres. Tu sais, c'est vraiment. C'est pas la différence. Tu sais, si tu fais un one rep max à chaque fois que tu prends la poche parce que t'es juste. Ouais. T'es pas quelqu'un qui s'entraîne ou qui. Tu sais, que t'as une certaine force, une certaine résilience aussi que t'as pas. Fait que je sais pas si. Mettons, ces gens-là, c'est sûr que aller s'entraîner puis se renforcer, ça pourrait aider, mais tu sais, c'est pas quelque chose que ton employeur peut t'obliger à faire, tu sais. Fait que c'est ça que ça peut être problématique. Puis tu sais, si c'est pas quelque chose qui est pratiqué tant que ça dans ta vie, puis que là tu vieillis, ben ça peut faire qu'après ça, tu vas te blesser plus facilement, plus souvent. Si t'es pas réchauffé aussi avant de faire de prendre cette charge-là, puis si t'es pas habitué tu fais un faux mouvement, puis que t'es jamais habitué d'être dans cette position-là, c'est tous des facteurs qui peuvent peut-être mener à une blessure, à un problème, un accident. Ben, 100%. Puis, tu sais, mettons, à cet emploi-là, justement, quand nous, on est arrivé, moi puis un de mes chums, tu sais, là, il était super content parce que là, il pouvait enfin nous mettre sur cette job-là que plus personne ne voulait faire. C'était juste, les autres employés, c'était tous des gars de 50 ans en montant, là, 50, 60, même dans 70. Fait que là, ils nous regardaient aller puis ils étaient comme, ah, c'est le fun de la jeunesse, on est content de vous avoir parce que eux, justement, comme tu dis, sont plus dans la situation où leur one rep max de deadlift, c'était d'après moi 100, 150 livres d'une bonne journée, là, puis sûrement qu'ils lèvent ça tout croche. Fait qu'eux autres, de lever les poches, là, c'était vraiment pesant, c'était vraiment éreintant. Puis souvent, on voyait la situation inverse, que eux, ils voulaient lever la poche de la même façon que moi parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris à engager leurs muscles, à développer ce mouvement-là comme il faut. C'était même pas de se mettre dans un squat parfait, là. C'était juste de faire un hinge comme il faut, ils étaient juste pas capables. Tout était rond, tout était tout croche. Fait que là, pour eux autres, c'est une charge qui est quasiment maximale, puis qui est mal levée à chaque fois. Fait que là, c'est tous des gars que tu leur parles, puis ils sont comme, hey, moi, là, j'ai plus de dos, c'est fini, je suis plus capable de rien faire. Puis là, tu regardes ces messieurs-là, puis tu sais, leur musculature au niveau des jambes, ils en ont de moins en moins, c'est en perte progressive, parce que justement, si leur dos, c'est le facteur limitant, ils peuvent plus entraîner leurs jambes,
sont vraiment limités dans les actions au quotidien qu'ils peuvent faire. Fait que, leur haut du corps, il est encore bon, leurs avant-bras, leurs muscles du haut du dos, c'est pas si peu pour faire leurs autres tâches quotidiennes. Ben, n'importe quoi qui implique flexion des genoux, flexion des hanches, c'est fini. Tu peux rien faire. Ouais, puis écoute, si je peux même renchérir là-dessus, c'est probablement une clientèle qui s'est fait dire aussi utilise tes jambes, fais un squat quand tu le lèves. Quand tu te fais rentrer ça dans ta tête par un employeur qui dit c'est comme ça, faut que tu travailles, la CNSST vient te voir pour dire c'est comme ça, faut que tu travailles, tu penses vraiment que tu vas avoir une bonne relation avec l'idée de te pencher vers l'avant? Non, c'est ça. Ben non. Tu rentres dans le même cycle, le même principe que ce que j'ai dit, où il y avait des professionnels qui sont sûrement des très bons professionnels, mais qui ont dit ah, tu avais une vertèbre déplacée. Le patient, quand il vient me dire ça, là, une vertèbre déplacée, sais-tu combien il y a d'affaires autour d'une vertèbre pour la tenir en place? Pour qu'elle soit déplacée, ta vertèbre, là, il y a un méchant problème. Est-ce qu'elle peut être mal tournée un peu sur elle-même? Est-ce qu'elle peut être raide? Définitivement. De là à dire que tu as une vertèbre qui est déplacée, ben, hey, tu as eu un méchant accident de char pour avoir une vertèbre qui est déplacée. Là. C'est le même principe que, ça c'était vraiment smart qui en parle dans ton article, Mathieu, de l'imagerie, la radiographie. Mm-hmm. Il y a tellement... C'est pas aussi simple que ça, là, mais ça arrive souvent que je vais essayer beaucoup de choses avant de recommander l'imagerie à un patient parce que il y a plusieurs situations. Première situation, on fait l'imagerie, on trouve rien, le patient a quand même mal. Là, il se met en doute. Pourquoi j'ai mal comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable d'expliquer ma douleur. La personne, souvent, elle a plus de détresse qu'avant. Deuxième chose, tu fais une radio. On trouve quelque chose qui n'est pas associé à ta douleur. Puis tu dis deux choses. Ah, je devrais avoir mal pour ça, mais j'ai pas mal. Tu comprends pas trop. Ou tu fais un lien inadéquat entre ta douleur et ce qui a été trouvé sur la radio. Mm-hmm. Ah, j'ai un petit peu d'arthrose dans le dos, c'est ça qui me fait mal. Un petit peu d'arthrose, ça fait pas mal. Là. Tout le monde en a. Là. Mais si tu checkes le rapport puis c'est écrit léger niveau d'arthrose L1, L2, puis tu as mal au dos, tu vas dire ah, je vais pas avoir mal au dos, j'ai de l'arthrose dans le dos, c'est fini, j'ai mal. C'est un autre scénario qui arrive. Le dernier scénario, juste essayer de ne pas me perdre dans mes affaires. Là. Dernier scénario, tu fais l'imagerie, on trouve de quoi, puis c'est relié directement à ta douleur. Mais ça, c'est pas nécessairement la majorité des cas. Puis ce qui arrive souvent, c'est que ça confirme le diagnostic. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue la physio. C'est ça. Ouais. Fait que l'imagerie, là, c'est vraiment... Ça peut être utile. Ça veut pas dire qu'on en fait jamais. Mais c'est bon pour les fractures, là. C'est bon. Généralement, c'est à ça que ça sert, là, dans mon cas personnel, mettons. C'est à ça que ça servit. Mais tu sais, quand ça fait 10 ans que tu as mal, puis qu'on va te faire une radio, puis que tu trouves un petit affaissement du disque, là. OK. Cool. Ça change rien à la prise en charge. C'est probablement même pas ça qui te fait mal. Puis au final, on n'a pas gagné. Puis là, le patient est plus stressé parce que là, il y a une idée en tête qu'on peut pas vraiment changer après, là. Fait que c'est ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'il en parle dans ton article parce que souvent, il en parle pas. Il n'en parle pas de ça, puis au Québec, on s'en sert beaucoup. Lui, je me souviens, justement, lui, il avait une blessure, là, ben, genre de blessure. La source de sa douleur, c'était justement un nerf qui était comme pogné, je sais pas c'est quoi le terme plus technique, puis justement, ça causait comme une contraction constante de certains muscles, puis je pense que c'est ça qui, au final, causait sa douleur. Puis au final, lui, ça faisait 7 ans qu'il avait mal, puis il a été opéré pour se faire enlever ce nerf-là, je pense qu'il appelle ça un entrapment. Fait que, en tout cas, il était comme pris. Puis, tu sais, je sais pas comment ils ont fait pour arriver à ce diagnostic-là. C'était-tu une imagerie? C'était-tu une autre façon d'obtenir le diagnostic? Mais au final, pour lui, ça l'a fini par régler son problème. En tout cas, je pense que là, ça va mieux après sa chirurgie. Fait que comment tu ferais pour trouver ça si t'avais ce genre de problème-là? Ben, tu sais, en partant, c'est triste à dire un peu. Là. On a plein d'outils. Mais il y a une raison pourquoi ça a pris 7 ans avant qu'ils trouvent ça. C'est pas nécessairement facile dans tous les cas. Là. On a beaucoup de tests de la mobilité nerveuse, qu'on appelle. Je pense que j'en avais déjà parlé un peu, Mathieu. Mais où est-ce que je compare souvent la mobilité des nerfs à un fil électrique qu'on passe dans un mur. Okay? Quand tu passes dans un mur, ton filage, là, tu fais des petits trous pour passer tes fils, tu passes au travers, tu tires d'un bord, tu espères que ça glisse bien. Si tu as bien fait ta job, ça devrait bien aller. Mais la seconde, tu as fait un trou un peu trop petit, ou si un kink dans ton nerf, tu vas te mettre à varger comme un fou pour que ça passe, puis ça passe pas plus. Okay? Fait que ça, c'est du nerve entrapment. Quand ton nerf il est coincé dans une chaîne musculaire,
quand il est coincé proche d'une articulation ou quand il y a de l'inflammation, ça glisse pas bien, ça reste pris, ça fait de la douleur. Puis le nerveux, comme je vous ai dit, ça affecte différentes choses. Ça affecte la douleur, ça affecte la sensibilité, ça affecte la motricité. Fait que c'est des choses qui sont difficiles, qui peuvent être difficiles à cibler, de un, puis qui ont quand même des grandes atteintes, ou le potentiel d'avoir des grandes atteintes. Pour répondre à ta question, Mathieu, je pense que c'était inguinal, son atteinte à lui. Fait que c'est une atteinte qui passe en avant de la cuisse, proche d'un ligament. Puis ça, on a beaucoup moins de tests pour le tester. On en a, là, mais pour le membre supérieur, pour le bras, on en a beaucoup. Pour ce qui est le nerf sciatique puis le nerf fémoral qui est en avant de la cuisse, on en a. Mais aller vraiment spécifiquement dans ce coin-là, c'est pas facile. Puis souvent, tu vas avoir d'autres choses qui vont te limiter avant de te rendre à cette région-là. C'est pour ça que lui, ça a pris du temps, de un, pour que ça se règle, puis de deux, probablement qu'il y a eu de l'imagerie, puis probablement qu'il y a eu, comme tu as dit, une chirurgie par rapport à ça. Ça ramène au point que l'imagerie, c'est pas le démon. C'est juste qu'on a des choses à faire un peu avant de se rendre là. Okay. Fait que t'es mieux d'aller voir, d'essayer de la physio avant, puis là, si vraiment, on voit que ça s'améliore pas, là, ça pourrait valoir la peine d'aller faire une imagerie, dans le fond. Définitivement, parce que la plupart du temps, le traitement après l'imagerie, ça va être physiothérapie. Fait que rendu là, coupe une étape, commence la physiothérapie, ça va être fait. Tu vas arriver à ton médecin, tu vas dire, regarde, j'ai déjà fait les démarches. La plupart du temps, le physio va même te donner une lettre de recommandation pour dire, j'ai fait ça, puis ça. Je conseille X étapes par la suite. La plupart du temps, les médecins, ils sont d'accord, puis on poursuit la prise en charge à partir de là. Mais moi, j'avais une question, peut-être avant que je pourrais poser, là, c'est peut-être plus sur ta pratique de physio puis des choses qu'on a parlé avant. Tu sais, tu parlais dans le fond, quand tu as une douleur au dos, aller chercher de l'amplitude, aller chercher de la mobilité de mouvement. Puis peut-être un peu la même chose, mettons, quelqu'un qui aurait mal au genou. Moi, j'imagine comme quelqu'un qui essaie d'aller dans un squat, puis là, à un certain angle de pli du genou, de flexion du genou, c'est comme, OK, là, ça plie pas plus que ça, sinon je vais avoir mal, tu sais. Puis, dans le fond, je me demandais pourquoi d'aller s'exposer à des amplitudes qu'on n'est pas habitué, puis d'aller essayer progressivement de s'exposer à ça, d'augmenter la mobilité, ça va aider le rétablissement, puis ça va aider peut-être à diminuer la douleur. Tu sais, tantôt quand tu parlais de l'autoroute de la douleur qui s'était développée quand c'était rendu chronique, mais comment que s'exposer à des nouvelles amplitudes, ça va aider à peut-être résoudre ça ou du moins améliorer? Est-ce que c'est comme l'anxiété? C'est-tu le système nerveux qui se résout? C'est-tu vraiment physique? Au niveau physique, les muscles deviennent plus forts, les joints, ça, c'est quoi qui se passe? Ben, c'est plusieurs facteurs, là. Si on revient un peu à notre facteur ou notre modèle biopsychosocial, ben, au niveau bio, ça a une importance. Si on va donner des chiffres, tu as 50% de la mobilité que tu as besoin pour faire tes mouvements quotidiennement. Okay? Il te manque la moitié pour que tu sois capable de faire tes choses quotidiennement sans avoir de la douleur. Ben, à chaque fois que tu vas te rapprocher de ce 50%-là, de cette mobilité-là, ça va faire mal. Okay? Il te manque de mobilité, tu en demandes trop à ton corps, ça fait mal. Ça, c'est le facteur plus bio. Okay? Fait que d'aller gagner de la mobilité, ben, ça va faire qu'au lieu d'être à 50%, tu vas être à 75%. Il y a beaucoup moins d'activités quotidiennement qui vont t'affecter. Pour ce qui est du niveau plus psycho, un petit peu comme tu l'as dit par rapport à l'anxiété ou plus à l'aversion, ben de un, quand tu passes du temps dans ces positions-là, puis tu te rends compte que finalement la douleur n'est pas nécessairement plus importante, ben ça donne beaucoup de confiance au patient. Ça lui donne confiance par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ça lui donne confiance de OK, je vais peut-être pas être pris avec ça toute ma vie, ou je vais pouvoir recommencer à faire des choses que je faisais avant, qu'en ce moment je suis pas capable de faire. Fait que ça lui donne une confiance, ça lui donne espoir. Puis ça fait vraiment une grande différence. Faire réaliser au patient qu'il est capable de faire plus que ce qu'il s'imaginait. Puis au niveau social, ça l'éduque énormément. Tu sais, de faire un mouvement à un patient, puis de se faire rassurer par un professionnel que c'est correct. Ben, ce patient-là, après ça, il est beaucoup mieux outillé pour gérer sa douleur quotidiennement. Il a une meilleure compréhension de la douleur. S'il est capable de comprendre qu'une douleur chronique, c'est pas le fun, mais c'est pas nécessairement indicatif qu'il y a une blessure qui empire, ben ça lui donne tout plein d'outils, tout plein de capacités qu'il n'y avait pas avant. Là. Fait que c'est vraiment 3 facteurs. 1, on renforce les structures qu'on a besoin. 2, la personne est souvent meilleure perception d'elle-même par rapport à ça. Puis 3, ben vraiment mieux éduquée, puis elle prend mieux en charge sa propre douleur. Fait très bonne réponse.
Ouais, ça englobe vraiment beaucoup. Donc, si vous avez des douleurs chroniques puis vous avez jamais essayé de faire de la physio, puis que si vous aurez le goût de... Tu sais, mettons que je pense à quelqu'un là, qui aurait le goût de faire un sport ou une certaine activité, puis qui il se met un peu des barrières parce qu'il y a de la douleur, mais tu sais, des fois, si vous avez jamais essayé la physiothérapie, ça peut être une avenue, possiblement, pour vous permettre de faire les activités ou juste améliorer votre qualité de vie, dans le fond, là. Définitivement. Puis là, ça, c'est un peu preach ma propre paroisse, là, parce que je suis physio. Ouais, tu peux. Mais Ouais. c'est voilà. Mais tu sais, Mm. même, puis ils n'ont pas nécessairement le même niveau de formation, mais même des bons kinés, des bons coachs qui ont une bonne connaissance de ce côté-là, ça peut être très pertinent, là. Des fois, juste de se remettre dans le bassin de l'activité physique, puis d'avoir quelqu'un qui a un certain niveau de connaissance avec toi, ça fait toute la différence, puis ça redonne confiance, là. Mhm. Parfait. Fait que je pense qu'on peut rentrer dans peut-être l'histoire de cas de Hey, William puis sa douleur aux pectoraux. hey. Puis j'aimerais ça qu'on recommence vraiment au début, tu sais, de quand, peut-être l'année passée, là, quand tu as commencé à avoir, ou sais-tu au début de l'année, ou en tout cas l'année passée, quand tu as commencé à avoir plus mal, avant ta compétition. Ouais. Puis, comme les étapes que toi t'as pris, puis moi aussi, qu'est-ce que, mettons, je t'avais conseillé de faire, Mhm. jusqu'à ce que tu décides de consulter en physio, puis que c'est ça, là. En fait, c'est ça que je trouve qui est le plus intéressant dans ces situations-là, c'est que tu sais, c'est pas un one size fits all. Tu avais le modèle biologique, je pense que tu parlais au début, Félix, tu sais, c'est que c'est comme bon, ben là, il arrive de quoi, t'as mal, ça se guérit, t'as plus mal. Bon, ok. Tu sais. Mais c'est rarement ça. En fait, je pense que c'est jamais ça dans la réalité. Là, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps plein de petites nuances qu'on a. Puis au fur et à mesure que la vie avance, qu'on va voir un physio, qu'on essaie différentes affaires, ben là, on acquiert des nouvelles connaissances qui font en sorte que notre raisonnement va changer, notre approche va changer. Fait que, tu sais, dans l'histoire que je vais vous raconter là, moi puis Mathieu, ben, que moi j'ai vécu en tant que patient, puis que Mathieu a essayé de m'aider au début, tu sais, on apprend des affaires au fur et à mesure. Fait que là, tu sais, il y a des trucs qu'on a fait que, tu sais, sûrement que c'était pas efficace, mais qu'on essayait des affaires. Fait en gros, si on commence par le commencement, j'ai tout le temps été un gars qui aime ça faire du bench. C'est comme une de mes raisons pourquoi j'ai commencé à faire du gym. C'était juste hot de faire du bench. Puis d'être là, puis yes sir, tu touches sur un banc, puis tu pousses de la fonte. Fait que, mettons, puis j'ai tout le temps été quand même bon parce que, ben, tu sais, quand t'es spécifique dans une affaire, ben, tu vas te spécialiser, tu vas devenir bon assez rapidement. Fait qu'à 16 ans, je benchais déjà 2 plates. C'est quand même fort. Puis, mettons, depuis que j'ai mal au chest, genre, mettons, c'est depuis peut-être, je te dirais, 2021. Fait que ça fait quand même un bout, là. Quand même un bout, ouais. Ouais, ça fait quand même vraiment longtemps. Puis je me rappelle, c'était après la première année de bac, je pense. 2022. Attends. Ouais, en tout cas, je pense l'été 2022. Puis je me rappelle que je m'étais entraîné un petit peu cet été-là, mais pas vraiment. Pour aller écouter l'épisode que je parle de ma vie, on raconte tout ça. Mais tu sais, je me rappelle d'être allé au gym, de bencher, puis là, je faisais un one rep max, puis là, j'étais allé pour 3 plates, puis tu sais, ça montait super bien, mais tu sais, c'était super facile. Puis là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, j'ai de la place pour mettre plus, mais j'étais comme, ah, tu sais, ça commence mon côté droit, j'étais comme, ah, c'est de moins en moins agréable de faire du bench, tu sais. Puis là, je blâmais ça sur plein d'affaires. J'étais comme, bon, mais là, c'est le banc du gym. Les bancs de gym pour bencher sont comme 10 pouces, sont vraiment minces. Puis, tu sais, puis je suis pas massif, là. Mais la minute que t'es pas un gars assis de 5 pieds, qui a pas un dos large, tu sais, que t'as un petit dos mince, genre, tu fites sur le banc. Mais si t'as des lats, tu sais, fitter sur un banc commercial de gym, c'est vraiment de la merde. C'est ça, tu sais. Fait que là, je suis comme, bon. Puis là, ça a commencé à avoir de la douleur, de la douleur, de la douleur. Puis la première fois que je me suis vraiment blessé pour de vrai, c'est quand je faisais des dips. Puis moi, quand je fais des dips, ben, tu sais, je mets du poids parce que c'est ça. J'aime ça mettre du Pas un poids bébé, là. Non, c'est ça. J'aime ça mettre du poids. Je suis pas comme Mathieu, là. Tu sais, j'aime ça mettre du poids puis faire un vrai entraînement, là, pas juste faire semblant. Fait que là, j'étais rendu, je pense que la première fois que je me suis blessé, j'avais 160 livres. Bon, en tout cas, dans ce coin-là, je faisais des séries à coups de 3, là, tu sais, j'étais vraiment en force, là. Fait que 3-5 répétitions dans ce coin-là. Puis là, il y a une fois, là, j'avais fini une rep, puis là, j'avais fait comme oh, oh non, là, ça, c'est pas normal. Puis tu sais, c'était pas comme un tac, là, tu sais, comme un tear que t'entends. Là, c'est comme si tu déchirais un chandail là, quand un muscle tear. Là. Fait que là, c'était juste comme un gros choc électrique dans cette zone-là. Puis là, j'ai fait comme oh, ok. Puis là, j'ai arrêté le workout tout de suite, c'était fini. Puis là, dans les 2-3 jours qui ont suivi, tu sais, c'était douloureux, mais tu sais, j'aurais pas été capable, mettons, de faire des push-ups, mais comme ça faisait pas mal. Tu sais, je suis capable de vivre. Puis après ça, j'ai pu reprendre progressivement mon entraînement, tu sais, mettons, 1-2 semaines après, puis recommencer progressivement à m'entraîner, puis ça allait bien. Mais mettons,
sur les dips, c'était fini. C'est la dernière fois que j'en ai fait. J'en ai plus fait depuis ce temps-là. Puis ça, c'était en quelque part en 2022, là, rendu dans l'hiver. Là. Fait que peut-être là, un petit peu moins que 2 ans. Fait que, puis là, je faisais juste du bench, puis des dumbbell press, puis push-up, c'était correct, mais des dips, ça dirait que j'étais plus capable d'en faire, encore moins avec du poids. Fait que même bodyweight, j'étais comme plus à l'aise. Je faisais juste embarquer sur les, les barres parallèles, puis juste de contrôler mon poids, là, j'avais comme une tension au niveau du fait que là, c'était incroyable. Après ça, je me suis blessé multiples fois au bench avec justement le même symptôme qui est comme un gros choc électrique. Souvent, c'est dans des répétitions où le poids va être soit plus élevé, soit c'est des séries avec beaucoup de répétitions. Puis là, vers les dernières répétitions à la fin où tu es proche de ton maximum, ben là, vraiment, c'est là que, on dirait, ça lâche. Là. Fait que c'est ça. Puis dans la préparation pour ma compétition de powerlifting l'année passée, au printemps 2024, dans le fond, la compétition, c'était comme en fin mars. Puis là, au début février, c'est ça, j'étais allé pour un set. C'est un peu ma fin de bloc. Là. Fait que là, j'étais rendu avec 330 livres pour 3 répétitions. Ma première, ça va bien. Deuxième, ça va bien. Troisième, je fais une pause. Puis je viens pour monter sur la troisième répétition, engagement maximal de mes pecs. Là, tu sais, dans le point où ça ralentit nécessairement. Là, après une couple de pouces après ton chest, là, vraiment, là, où là, tout a lâché d'un coup. Je n'étais plus capable de contracter rien. J'ai racoté la base sur les pins pour la sécurité. Puis là, j'ai fait comme, oh non, là, ça, c'est pas normal. Le gros choc, puis le plus gros que j'avais jamais eu de ma vie, là, ça avait vraiment fait mal. Puis là, j'étais quasiment en train de me dire, OK, ben là, ça, c'est peut-être une déchirure. Là, je regardais voir si ça commençait à venir bleu ou, tu sais, comme on voit un peu les gars qui se déchirent, qui ont une déchirure musculaire. Ah non, ça fait froid dans le. Ça, honnêtement, là, c'est tellement stressant. Là. Je me rappelle de ce moment-là spécifique. Là. J'étais genre bien craqué, puis là, je m'étais réchauffé, puis j'étais prête, puis là, une grosse toune de Metallica, puis là, j'arrive à faire mon set, puis j'étais craqué. Puis la minute ça arrive, là, écoute, là, tu deviens comme une fillette de 4 ans. Là. Un J'avais mollusque. peur. Hey, j'avais peur de tout. Là. J'étais au bout de ma vie, je savais pas quoi faire. J'ai appelé Mathieu, je fais comme là, on fait quoi? On fait quoi? Tu comme, qu'est-ce que t'as fait? Là, je suis comme, ben là, j'étais arrivé bencher, puis là, ben, il est arrivé ça, puis là, ok, bon. Fait que là, moi, j'avais juste besoin d'une force tranquille, d'un esprit rationnel pour me dire, là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'aime ça être rassuré dans la vie puis d'avoir une ligne directrice, mais là, c'est comme si tout s'écroule d'un coup. Tu sais, qu'il l'aspect un peu dans les blessures, dans la douleur chronique, tu sais, c'est comme un peu, tu perds ta ligne directrice, là, tu sais juste pas quoi faire, t'es dans le néant. Là. Fait que là, Mathieu est comme, bon, ben là, tu sais, prends du temps off, puis tu sais, on checkera demain, tu sais, comment ça se passe, c'est quoi tes symptômes, puis tout ça. Puis en attendant, bon, on pogne un break pour 2 semaines. Fait que là, la compétition était comme dans 5-6 semaines. Fait que là, j'étais juste comme, bon, ben, je vais faire la compétition, mais je ferai juste pas de bench, tu sais, je vais juste faire squat puis deadlift. Fait que c'était ça mon plan de match à ce moment-là. Fait que là, au bout de 2 semaines, écoute, puis là, genre, juste, mettons, d'aller dans n'importe quoi, là, dans la chambre de bain, whatever, puis là, genre, mettons, je me lève à l'extérieur du bain, ben juste pousser avec mon bras droit, ça me fait mal. Puis là, tu sais, genre vraiment. Puis là, je faisais rien, puis j'avais tout le temps une petite douleur. Là, j'étais comme, c'est plus grave que toutes les autres fois avant. T'sais. Fait qu'au bout de 2 semaines, je suis capable de recommencer à bencher. Puis, tu sais, au début, là, c'était juste genre des push-ups sur le mur, là, juste comme avec un gros angle. Puis là, après ça, juste comme bencher avec la barre. Puis là, j'étais allé en close grip. Close grip, c'est plus les triceps. Fait que là, ça, j'étais comme capable d'en faire un petit peu. Puis là, ben, Mathieu, dans son approche d'entraînement, il me dit, ben là, tu sais, fais le mouvement que tu es capable de faire avec le plus d'amplitude de mouvement possible, tu sais, sans nécessairement régénérer de douleur. Fait que là, j'ai commencé à faire du close grip bench avec la barre 45 livres pour comme 10-15 répétitions. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, c'est pas si pire que ça, mais tu sais, c'est loin de ce que je faisais. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à augmenter le poids, tu revenais un petit peu là-dedans, en close grip bench. Puis la minute que j'essayais d'élargir ma grip, là, écoute, là, ça faisait tellement mal, je n'étais pas capable de rien faire. Fait que finalement, en compétition, j'ai fait du close grip bench press. J'ai fait une affaire comme 130 kilos, je pense. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire 140. Fait que, en tout cas, des gros triceps. Quand même insultant, ça, mais c'est correct. William blessé au chest, qui doit faire du close grip, ce qui est plus difficile, dans le fond, à lever du poids, mug mon one rep max, genre à vie. Mais honnêtement, tu sais, mettons, dans les compétitions de powerlifting, je suis bien normal. Je suis dans la moyenne. Je suis pas fort pas à tout comparativement aux autres compétiteurs. Là. Mais au bench, je suis comme tout le temps dans le top 3, là, facilement. Là, je suis comme dans les top.
Puis là, j'étais genre bien dans la moyenne, là. Moyenne supérieure, puis avec un close grip bench. Tout le monde me regardait genre, qu'est-ce qu'il fait, le petit perdant? Il sait-tu que s'il met sa grip plus large, c'est sûr qu'il va lever plus? Là, j'étais comme, ben, j'ai pas le temps d'expliquer au monde toute ma vie, là. Fait que, en tout cas, je sais pas si t'avais de quoi rajouter, Matt. Non, c'est ça, tu sais, quand il s'était fait mal, tu sais, moi, ma première réaction, c'était comme, ok, ben, gars, tu sais, t'as-tu l'air, si-tu enflé, y a-tu du bleu, y a-tu quelque chose, tu sais, de physique qu'on peut voir, comme que tu te serais, tu sais, blessé, déchiré quelque chose. Puis là, ça avait l'air d'être correct, mais tu sais, c'est ça, il y avait comme une douleur, fait que j'étais comme, gars, on va. Mon réflexe comme de coach, ça aurait été de dire, gars, on va comme, ça te fait mal, on va prendre un break, tu sais, puis on va attendre que la douleur, tu sais, diminue. Puis après ça, quand que, ça va avoir diminué, peut-être après une semaine, tu sais, voir, on est-tu capable de faire un mouvement, tu sais, un push-up, tu sais, si tu prends juste la barre, es-tu capable de faire le mouvement, tu sais, qu'est-ce qui te fait mal, puis après ça, à partir de là, tu sais, si tu te rends compte la douleur est partie puis ça va bien, ben tant mieux, on continue, mais si tu vois qu'il y a une douleur qui est répétitive qui part pas, ben là, tu sais, voir, ok, ben qu'est-ce qu'on est capable de faire qui fait pas mal, mais à un moment donné, c'est ça, comme tu te rends compte, quand que, peu importe qu'est-ce que tu essaies, il y a tout le temps une douleur qui revient d'une certaine Pas façon, puis t'es normal. tout le temps comme limité par rapport à qu'est-ce qui serait normal, qu'est-ce qui était fonctionnel avant. C'est là que tu te dis, ouais, ben, tu sais, moi, en tant que coach, tu sais, qui est pas physio, ben, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens pas mal limité dans mon approche. Là, ça sort un peu de tu sais, qu'est-ce que, mettons, je serais capable de faire pour l'aider. Fait que c'est là que, tu sais, faudrait dire à William, tu sais, genre, ah, ben, tu sais, va voir un physio, va voir ton médecin, va voir quelqu'un, tu sais, qui va plus pouvoir t'aider directement avec ça, parce que moi, tu sais, à part de réessayer de faire un autre exercice ou, tu sais, un autre mouvement différemment, puis que ça marche toujours pas, tu sais, je suis un peu limité dans qu'est-ce que je peux te conseiller de faire, tu sais. Puis, Ouais, ouais. puis pour ce que Ouais, ça vas-y, vas-y. vaut, t'as quand même eu une bonne initiative, là. C'est proche de ce que j'aurais fait, mettons, là. Tu sais, tu veux un repos initial, ça dépend énormément de la nature de la blessure. Puis ce qu'on fait habituellement, c'est juste se retester léger une fois de temps en temps pour voir on est-tu encore dans une phase qui est plus aiguë ou on peut se permettre d'aller chercher un peu plus. Tu sais, la seule chose à garder en tête, je vous le dis pour vos connaissances personnelles, il peut avoir des ruptures sans avoir de couleur. Si c'est Ok. une Ah ouais? couche qui est plus, si c'est une couche qui est plus profonde, ça va pas nécessairement apparaître. Ça peut arriver. Le meilleur exemple qui me vient en tête en ce moment, c'est le mollet, là. Le mollet, il y a deux couches. Il y a le gastroc puis il y a le solaire en dessous. Si on a des déchirures ou des micro-déchirures au niveau du solaire, il y a une grosse masse musculaire par-dessus. Fait que le sang, il va pas nécessairement pouler vers la surface. Fait qu'on va peut-être voir un peu d'inflammation, mais on va pas nécessairement voir de couleur en tant que telle. Sur le pec, c'est plus, c'est plus proche de la surface. Là, fait qu'effectivement, le risque qu'il y ait de la couleur est assez élevé. Mais tu pourrais avoir une déchirure, on va dire, de grade 2, mettons, fait qui est partielle, qui est comme plus profonde, puis que ça apparaîtrait peut-être un petit peu ou pas du tout. Là. Fait que juste pour votre information Bon, personnelle, effectivement, c'est le signe principal, mais des fois, faut faire attention. ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai fait de la compétition. Puis là, après ça, j'ai comme pas vraiment recommencé à bencher parce que pas de compétition en vue, fait que pas vraiment d'intérêt à faire ça. De revenir justement si on suit au modèle de la douleur comme on vient de présenter, tu n'as pas nécessairement le goût de retourner vers cet exercice-là. Même si c'est genre mon exercice préféré au gym, genre le bench, c'est ça que j'aime le plus faire. N'importe quoi que c'est un mouvement de push, là, que ce soit des dips, des push-ups, c'est mes mouvements préférés à faire dans le gym. Puis là, j'ai même plus le goût d'en faire parce que justement, j'ai peur de resubir une blessure. Là, il y a un aspect de. Tu te mets tout le temps en situation catastrophe dans ta tête. J'ai commencé à développer ça. Puis après ça, pendant tout l'été, j'ai comme switché vers le vélo, juste parce que ça me tentait de faire du vélo, faire du baseball, golf, whatever, toutes les autres activités que je fais. Fait que je me suis pas vraiment entraîné ni au bench, ni rien d'autre, là, soit de deadlift, rien de ça. Puis là, j'ai recommencé dans le fond au mois d'octobre. Mathieu il m'avait fait un plan général là, pour me remettre là-dedans. Tout ça. Puis là, à ce moment-là, je fais comme bon, ben là, j'ai vraiment le goût de bencher. Puis là, j'étais comme bon, ben si c'est un problème qui se règle tout seul, comme avec le vieux modèle que tu sais, c'est comme t'as une blessure, tu vas avoir de la douleur, ça va se guérir, tu n'auras plus de douleur. Là, j'étais comme si après 4 mois de vélo, je n'ai pas récupéré au chest, je récupérerai jamais. Là, tu sais. Fait que là, j'étais arrivé au bench, close grip. Là. Close grip, c'était limite. Là, tu sais, c'était comme, voyons, c'est bizarre, je me sens bizarre.
Puis là, j'essaie d'élargir ma grip, puis il n'y avait rien à faire. Même les push-ups, n'importe quoi que je faisais, là, je sentais ça dans le chest, ça faisait mal. Puis là, j'étais comme, bon, là, j'ai deux choix. Soit que j'abandonne tout ou que je parle avec un physio. Fait que là, Mathieu m'a dit, ben, écris à Bert pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Puis honnêtement, je serais venu te voir si t'étais pas à l'autre bout Hey. du Québec, là, tu sais. Très À l'autre bout du comprenable. Québec. En tout cas, t'étais pas si loin que ça. J'étais allé voir un physio qui était pas tant loin de où ce que toi t'es, mais tu sais, j'ai décidé d'aller voir un physio qui était spécialisé vraiment dans les sports avec des barres, là, tu sais, des sports de barbell. Là. Fait que dans le fond, il fait du CrossFit, bodybuilding, powerlifting, tout ça. Vraiment spécialisé là-dedans. Puis en plus, il fait du powerlifting lui-même, tu sais, ou en tout cas, tous ces mouvements-là. Fait qu'il connaît ça, il a son gym à Pointe-Claire. Fait que là, j'arrive là. Puis, c'est ça, on commence à regarder ça, puis je commence à jaser avec, j'explique un petit peu ce que je vous ai expliqué là, mais de façon plus rapide encore, juste dire j'ai tout le temps mal au chest, puis là, à chaque fois que j'arrive avec un effort maximal, ben là, il y a une blessure qui survient. Puis il fait juste dire, ouais, je suis pas mal sûr c'est quoi ton problème. Puis là, je suis comme, ok, ça fait 5 minutes que je suis dans le bureau, le gars, il sait déjà pas mal où il s'en va, je trouvais qu'il était très confiant, Chris, il a trouvé le problème, fait qu'il avait raison d'être confiant. Fait que là, on va dans son gym sur le turf. Puis il commence à m'expliquer. Ah non, en fait, non. En premier, il m'a comme couché sur des tables de massage, là, tu sais, fait que la face dans le trou. Fait que, puis là, il commence à me peser dans le dos. Mais écoute, c'est instantané, là. Il me pèse sur le côté gauche, ça fait absolument rien. Il met sa main au complet, son doigt, tu sais, il va progressivement, il commence à mettre du poids côté gauche, il ne se passe rien. Puis là, moi, j'ai dit, moi, c'est le côté droit qui fait mal. Il switch sur le côté droit, là. Écoute, il met son doigt, là, sur un spot. Asti, je me mets à crier, mon tabarnak, qu'est-ce que tu fais là, toi? Fait que là, fait que là, le gars, il est comme, OK. Puis là, il me fait juste dire, mais il dit, reste là, il fait juste mettre son doigt sur ma tête. Puis là, il dit, c'est ça la pression que j'ai mis. Mais écoute, c'est une pression tellement minime que là, je suis en train de rire. J'étais comme, ben voyons, c'est n'importe quoi, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, il recommence, il pèse. Là, je suis comme, asti, ça fait mal. Puis là, il est comme, ben, il va falloir que tu endures la douleur. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, je vais essayer de m'habituer. Fait que là, mon seuil de tolérance est passé de ça fait mal, mais il m'a dit, il faut que j'accepte ça. Fait que j'accepte ça. Fait que là, il commence à peser progressivement. Puis là, il tape, puis là, il me dit, mettons, ça fait-tu plus mal au point A ou au point B? Fait que là, mettons, là, puis là, on teste des spots. Puis là, à la fin de ça, il est capable de définir, OK, cette zone-là, c'est vraiment la zone la plus problématique. Puis après ça, on s'en va sur le turf. Puis il me sort une balle de la crosse. Puis il me montre les exercices. Là, tu te couches là-dessus. Là, tu appliques ça sur le point. Puis écoute, lui, il le fait. Puis je suis comme, OK, ça a l'air le fun. Hey, je me couche là-dessus. Ça fait mal en Ah tabarnak. ouais. Tu sais, surtout que là, c'est un gros bencher. Là, tu sais, que ça fait genre des années. Tu vois, je bench depuis que j'ai comme 15 ans. Que j'ai jamais fait attention à ça. Que là, j'ai un problème, tu sais, qui s'est comme développé au niveau du dos. J'ai jamais traité ça. Puis tout. Puis il dit aussi que ça vient du fait qu'on est tout le temps en société. On est comme plus. Euh, comme Antériorisé, là, ouais. ouais, position antériorisée au niveau du haut des épaules, là, qui est moins bonne. Là. Fait que là, on se replace tout en parlant de ça. Fait qu'on est drette. Mais tu sais, Jordan Peterson. ouais, Jordan Léo Peterson. Mort. Fait que c'est ça. On Fait se que là, place. tu sais, il y a tous ces effets-là qui sont mis un à la suite de l'autre. Fait que là, écoute, je me couche sur la balle, ça fait super mal. Puis là, il est comme, OK, ben tu sais, vas-y selon ta tolérance au début, tu sais, à coup de 10 secondes, 15 secondes. Mais là, tu sais, à ce je suis capable de faire cet exercice-là où que je mets la balle vis-à-vis mon point qui est douloureux dans le dos, je me couche dessus, puis je reste là 3 minutes de temps. Là, puis là, j'applique la pression, puis là, je joue avec la pression. Fait que juste avec cet exercice-là, ça m'a vraiment aidé. J'ai retourné prendre un rendez-vous 2 semaines après pour un suivi avec. Puis là, la seule journée que j'ai eu de la misère au bench, c'était avec Mathieu quand il était venu chez nous. Puis là, j'étais comme, pas capable de bencher aujourd'hui. J'avais eu comme une mauvaise journée. Puis là, je dirais que j'avais les mêmes symptômes que d'habitude. Mais j'ai eu, mettons, en 2 semaines, j'ai refait, mettons, 5-6 séances de bench. Puis c'est rien d'intense, juste de recommencer à bencher. Puis là, j'étais capable quasiment instantanément d'aller vers une grip de plus en plus large, de faire des répétitions. Puis tu sais, là, t'es vraiment dans l'anticipation de la douleur. T'es comme, il va arriver de quoi? Il va arriver de quoi? Fait que là, tu benches la barre, là, t'es stressé, puis tu shakes, puis là, tu fais tes répétitions, puis c'est super confrontant mentalement. Tu sais, c'est plus ça, plus que le poids, là, ça pèse à rien. Fait que là, progressivement, je bench. Puis là, tu sais, c'est ça. Il dit, l'objectif, c'est pas nécessairement d'avoir juste des bonnes journées, puis ça aille tout le temps bien, mais il dit, c'est une accumulation de bonnes journées, puis une fois de temps en temps, ça va être moins bon. Mais il dit, là, tu sais, en te donnant ces exercices-là, ça te donne la capacité de t'auto-traiter s'il y a un problème similaire qui revient dans le futur, tu sais. Puis là, je sais c'est quoi la cause principale du problème. Fait que dans le fond, je l'avais expliqué avant le podcast, je vais l'expliquer pour les auditeurs, là, mais dans le fond, c'est au niveau de mon dos,
près de mon omoplate. Là. Dans le fond, entre la fin de mon omoplate et ma colonne vertébrale, il y a comme un point où là, j'avais vraiment. C'était là que c'était vraiment douloureux quand il pesait dessus. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il m'a expliqué, c'est que là, Félix va pouvoir tout expliquer ça dans des vrais mots, mais il y a comme du liquide synovial entre nos différents joints. Puis là, à cet endroit-là, il y avait comme de l'inflammation qui avait commencé à se développer. Puis l'inflammation, elle affecte le réseau nerveux qui est dans cette section-là. Puis, dans le fond, ça l'affectait ma proprioception, qui est un beau mot pour dire équilibre, dans le fond, de ce que je comprends. Fait qu'au niveau du bench press, quand tu es couché sur le banc, ben là, j'avais perdu cette proprioception-là au niveau de mon lat du côté droit. Fait que c'est vrai, à chaque fois que je benchais, je n'étais jamais à l'aise de ce côté-là. J'étais tout le temps en train de replacer mon scapula, tout le temps essayer de le replacer comme il faut. Fait que là, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire l'exercice, je me suis couché sur le banc, j'ai fait comme oh, ok, là, je me sens bien. Là, je me sens comme dans le temps quand je benchais, puis que j'avais une assurance quand j'étais capable de press le plus fort possible. Fait que, puis ça, cette affectation-là au niveau du système nerveux, il allait jusqu'en avant au chest quand j'avais justement ces chocs électriques-là. Ça venait de là, dans le fond. Ben, honnêtement, tu l'as vraiment bien décrit. Là. J'ai pas tant que ça à rajouter. C'est ça. Là, c'est quand même un classique, un staple au niveau de l'entraînement. Là. C'est quelque chose que je vois quand même assez souvent aussi. Là. Particulièrement au CrossFit, dans les mouvements de poussée vers le haut. Là. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment la scapula, là, ton omoplate, c'est la base de tout mouvement au niveau de l'épaule. C'est ta fondation. Si ça bouge pas bien, parce que tu as un problème de longue date, ou si tu as eu un problème qui a causé la scapula à pas bien bouger, ben ça va limiter la vitesse de récupération. Ça va peut-être même te développer d'autres problèmes. À la base, il est peut-être possible que c'était même pas cette région-là en arrière qui était problématique. Tu as tellement développé des habitudes par rapport à ça que c'est comme un schème qui s'est développé. Puis là, ben, tu étais limité dans ta progression parce que tu avais effectivement de l'inflammation locale autour de l'articulation, puis que tes chaînes musculaires, ils capotaient, ils ne savaient pas quoi faire. Tout contractait un petit peu comme il faut, mais pas idéal. Puis là, ben, tu développes un peu ces genres de points-là ou ces chaînes musculaires-là qui sont plus raides. Là. Puis j'imagine aussi, mettons, que si j'avais été quelqu'un qui fait juste de l'entraînement moins intense, pas nécessairement powerlifting, juste comme de maintien musculaire, tu sais que j'allais jamais vers ces efforts maximales-là, parce que comme je l'ai décrit, c'était tout le temps quand je faisais mes dernières répétitions ou vraiment des poids pesants, que là, ces incidents-là arrivaient. J'imagine que si j'étais resté dans un range moins l'intensité plus faible, dans le fond, je pense pas que j'aurais jamais eu ce problème-là, peut-être. T'sais. Ben, tu sais, là, c'est vraiment c'est basé sur l'opinion de chaque professionnel. Là. Moi, je suis vraiment de l'avis, puis ça, c'est juste par mes expériences personnelles. Je suis vraiment de l'avis que tu l'aurais peut-être pas développé là, tu l'aurais peut-être développé plus tard. Tu sais. Okay. C'est pas nécessairement comme oui, tu as définitivement causé la blessure en allant chercher ces charges-là qui sont beaucoup plus proches de ta charge maximale. Mais est-ce que de là à dire que tu aurais tout le temps été tu n'aurais jamais passé par là parce que tu n'aurais pas levé ces charges-là, c'est pas nécessairement vrai non plus. Peut-être que tu aurais levé une charge en 15 ans, pas tout à fait idéale, qui était beaucoup moins intense, puis que ta petite problématique de base, ben là, elle aurait été trop, puis c'est là que tu te serais blessé. T'sais. Alors qu'il y a d'autres professionnels qui vont dire, effectivement, si tu ne vas pas pousser dans autant d'intensité, les risques de blessure, il n'aurait peut-être pas été là. T'sais. Ça, c'est vraiment à la discrétion de ton professionnel, puis un peu basé sur tes croyances personnelles. Mais moi, je suis vraiment entouré dans un monde de performance, puis ça m'a vraiment développé l'idée que quand tu te pousses, puis que tu te pousses à ton maximum, si tu respectes les principes de l'entraînement, puis si tu respectes une bonne technique adéquate, le risque de blessure est plus élevé, mais il n'est pas nécessairement extrêmement plus élevé que quelqu'un qui irait plus mollo ou qui se pacerait un peu plus. Là. Puis dans le cas de William, c'est son sport. C'est comme sa passion, c'est le powerlifting. Donc, t'as comme pas le choix de t'exposer à des charges puis à ce mouvement-là parce que c'est le mouvement que tu vas faire dans ta compétition. T'sais. Fait que c'est comme si tu disais, le joueur de hockey, s'était pas mis des patins puis il patinait pas vite de même, il aurait pas eu telle blessure. Mais comme, oui, mais il joue au hockey, c'est ça qu'il fait. Fait que tu peux pas empêcher de faire ce mouvement-là. Encore une fois, là, si c'est quelqu'un qui veut juste s'entraîner pour la forme ou dans un but qui nécessite pas d'aller chercher des grosses charges comme ça, ben là, peut-être que là, ça vaudrait pas la peine. Mais si ton but, c'est de devenir le plus fort possible dans le bench press, ben il va falloir qu'à un moment donné,
tu montes les charges puis tu t'exposes à ça. Fait que c'est une Exactement. question de perspective. Là. Voilà, c'est le même type que la discussion qu'on avait eue justement dans le dernier épisode dans lequel j'avais été, où est-ce que, tu sais, c'est toute une question de risque relatif, puis ça dépend de tes objectifs au final. Là. Si ton objectif c'est de juste te garder en forme, comme tu dis, c'est sûr que ça va être moins pertinent. Alors que Will, c'est son sport, c'est son activité physique, puis il va là en plus avec un aspect de performance, ben c'est sûr que là, il va vouloir aller chercher une coche de plus. Ouais. Puis, tu sais, un autre update important dans cette histoire-là, c'est que là, j'ai recommencé à faire du bench. Mettons, j'ai fait un single, il y a pas longtemps, de 275 livres. Fait que là, je suis comme, OK, ça s'en vient. Puis, tu sais, ça a monté super vite, puis tout, mais tu sais, là, je suis vraiment comme dans l'anticipation tout le temps de comme, OK, à un moment donné, je vais me blesser, je le sais, tu sais. Fait qu'il y a quand même cette anticipation-là qui est toujours présente. Mais tu sais, là, de façon générale, ça se passe bien. Mes séries de 10, là, tu sais, autour de 200 livres. Là, fait que tu sais, ça s'en vient tranquillement pas vite. Puis j'ai recommencé à faire des dips, bodyweight. Je pensais plus jamais d'en faire de ma vie. Genre, j'étais comme, non, c'est comme, écoute, j'avais tellement de douleur quand j'essayais d'en faire que j'étais comme, c'est impossible, j'en fasse un jour. Là, l'autre jour, j'ai regardé mes barres parallèles, j'étais comme, je vais essayer pour le fun. Puis là, je m'installe, puis là, je suis comme, OK, ça va bien. Premier dip que je fais, je vais pas au complet en bas parce que j'ai peur. Puis là, progressivement, je descends de plus en plus. Puis là, à la fin, j'en faisais, puis mes épaules touchaient quasiment mes barres parallèles. Fait que j'étais comme, OK, je pense que we back. On est It's revenu. time! It's time to go back. Est-ce qu'il met 3 plates? Non, non. Direct! Direct. Surcharge! I hardly know her, man. Let's go! Ouais. Mais tu sais, le pire là-dedans, c'est que genre je faisais des séries de 10 répétitions. Okay, écoute, bodyweight dans le temps, j'en faisais 50-60 facile. Ça passait même pas. Là, juste d'en faire 10, là, je shakeais partout. Tous mes muscles stabilisateurs sont désentraînés pour cette. Parce que ces exercices bodyweight, souvent, il faut que tu contractes tes abdos, faut que surtout les dips, là, c'est comme vraiment un gros mouvement. C'est comme un squat, mais pour ton haut du corps. Là, le dip, là, vraiment, là, tout se passe. Là, tes muscles antagonistes, mettons ton biceps, ton dos, sont comme ils contrôlent la descente. Puis là, après ça, tu as comme tes muscles qui poussent, fait que tes triceps, tes épaules, ton chest qui sont vraiment actifs. Puis tu as aussi tout ton corps qui travaille pour solidifier le mouvement. Là, surtout quand tu fais des dips avec du poids. Là, fait que non, juste d'en faire 10, là, écoute, ça shakeait de partout, mais j'étais tellement content. J'étais hey, je peux faire des dips. Ça avec c'est hot comme exercice. Ouais, puis en plus, pour revenir, tu sais, t'en as parlé tantôt de la proprioception, là. Proprioception, c'est effectivement comme la capacité à une articulation ou à un muscle de gérer l'équilibre, mais c'est aussi un peu plus global au point de dire est-ce qu'un muscle est capable de se contracter au bon moment? Puis justement, le feeling que tu avais là, de, tu sais, tout tremble, même si c'est pas si difficile physiquement, mais tout tremble, t'es comme pas confortable, mais t'es pas super confortable. Mais ça, c'est tout un aspect de proprioception où est-ce que là, ton épaule, il en reste de la proprioception. Là, tu peux aller chercher une tasse sans l'échapper, là, mais elle n'est pas drivée comme elle était avant. Fait que de le refaire, ça te remet un peu dans le game. Puis il y a une deuxième petite chose que je voulais comme aborder par rapport à ce que tu as dit. Ton physio te l'a peut-être dit, te l'a peut-être pas dit. Là. Puis est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut pas le dire, je ne sais pas. Là. Moi, j'ai commencé à le dire un peu. Là. Mais puis, prends ça super bien, mais tu vas probablement te reblesser au pec. Là. Ouais. C'est la réalité de ce que c'est. Mais le but, au final, c'est pas nécessairement. Ben, c'est que tu te reblesses pas, mais c'est pas nécessairement que tu te reblesses pas. C'est plus, comme il a dit, que ça arrive de moins en moins fréquemment. Puis que si ça arrive, tu sois pas hypothéqué aussi longtemps, puis que tu sois capable de t'aider par toi-même. Tu sais, que ça revienne. Tu sais, mettons que ça arrivait aux 2 mois, ben là, ça va arriver aux 3 mois. Ça va arriver aux 4 mois. Puis quand ça arrive, au lieu de durer 2 semaines que tu es en arrêt, ben c'est 1 semaine. C'est 1 jour. Tu sais, c'est ça. Honnêtement, il m'a expliqué exactement ça. Puis, il m'a dit, dans le fond, avec les exercices, puis une compréhension plus. Ben, en fait, une compréhension très spécifique de c'est quoi le problème, versus une affaire, là, j'ai mal dans le chest, mais j'ai aucune idée c'est quoi, Je sais pas quoi faire. Là, je sais exactement quoi faire si ça se reproduit, pour prévenir ça aussi le plus possible avec les exercices qu'il m'a donnés. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ben, tu sais, quand on regarde le modèle biopsychosocial, ben là, tu regardes le côté psychologique, il est déjà dans un bien meilleur endroit qu'il était avant. Fait que, tu sais, le fait que tu sais que ça va réarriver, là, que tu vas probablement te refaire mal à un moment donné, ben là, tu sais que ça va arriver. Fait que déjà, tu as une appréhension, mais aussi tu sais que si ça arrive, ben, ça sera pas si pire que ça parce que ça t'est déjà arrivé. Puis tu as déjà vu un physio pour ça, puis il t'a donné les outils
pour savoir quoi faire pour t'en sortir. Puis tu sais que si ça réarrive, c'est pas la fin du monde parce que c'est juste normal. Puis tu vas genre te ressortir de ça. Puis tu vas, tu sais, au pire, tu vas reconsulter. Puis tu vas trouver une solution, tu sais. Versus si à chaque fois ça t'arrive, puis là tu comprends pas pourquoi. Puis là, t'as peur que tu t'es fait mal, que tu peux plus jamais faire ton sport parce que tu t'es fait vraiment mal cette fois-ci. Puis là, c'est la fin, là, tu sais. Puis là, t'as tout le temps la peur, puis là, ça amplifie ta douleur, ça amplifie, tu sais, tous tes sentiments négatifs. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est, tu sais, au début, quand je parlais avec Bird, j'étais comme, OK, ben, tu sais, sûrement que c'est comme une douleur chronique au niveau du tendon, comme une tendinite au niveau du chest. Fait que là, j'étais comme, OK, ça serait pas mal plus grave que là, le truc le petit point dans le dos, tu sais, comme, oui, c'est un problème, mais tu sais, d'avoir une tendinite, là, puis c'est ça, quand on a fait les tests physiques, avec le physio, tu sais, mettons, le tir dans cette position-là, tir de même, fais ci, fais ça, bon. On le faisait tout avec le bras gauche, que, tu sais, c'est numéro un, tu sais, puis tout. Là, on arrivait au bras droit, puis là, il était comme, ben là, techniquement, si c'est qu'est-ce que tu penses, ben là, il faudrait que ça soit bien plus faible. Mais tu sais, écoute, c'était plus faible par 0,3 kg, 0,2 kg, tu sais, c'était des différences insignificatives, puis c'était juste pourquoi je suis un petit peu plus fort à gauche, c'est juste que je suis un lanceur de baseball depuis que j'ai 5 ans. C'est la seule raison. Là. Mais tu sais, tout était égal. Fait que là, il est comme, ben, c'est clairement pas une tendinite. Là, c'est clairement d'autres choses. Fait que là, on est allé checker dans le dos, puis c'est là qu'on a trouvé. Puis tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, mettons, mon objectif au bench, ça a toujours été de me rendre. Tu sais, au début, j'étais comme, je veux me rendre à 2 plates. Après ça, 3 plates. Là, c'est rendu 4 plates. Mais tu sais, c'est comme le chemin à 4 plates, là, je le vois avec bien des étapes et bien des blessures potentielles. Mais tu sais, c'est de. Tu sais, là, mettons, ça faisait comme 3 ans que j'étais comme pris à la même place là, au bench. Là, tu sais, j'étais tout le temps autour de comme 140, 150 kilos. Là, tu sais, j'étais tout le temps dans ce range-là. J'étais pas capable de progresser pour toutes ces raisons-là. Fait que là, juste d'être capable de dire, OK, ben là, je sais pourquoi je progresse pas. Je vais essayer de faire les exercices pour rester en santé le plus possible. Puis vraiment, dans le sport, là, c'est ça que tu apprends. Il y en a qui l'apprennent plus rough que d'autres. Là, mais si tu es capable de rester en santé, c'est ça le facteur numéro un qui va t'assurer le plus de succès. Là, oui, la génétique, oui, si tu travailles fort puis tout. Mais si tu travailles fort et tu as une bonne génétique, mais Chris, tu te blesses tout le temps, tu ne feras jamais rien de bon. Là, Maurice Richard, au début de sa carrière, là, ça, vieil exemple, là, mais Maurice Richard, au début de sa carrière, il l'appelait Bones parce qu'il se fracturait tout le temps les chevilles, les os d'un pied, d'un jambe. Il l'appelait Bones. Puis il disait Maurice Richard, ça ne sera pas long, il va faire 2-3 ans dans la ligue. Puis même si c'était le meilleur joueur qu'il avait jamais vu dans les juniors jusqu'à cette époque-là, ben, il disait Maurice Richard, ça ne marchera pas parce qu'il se blesse tout le temps. Puis finalement, Maurice Richard est devenu Maurice Richard qu'on connaît dans nos livres d'histoire parce que justement, il était capable de rester en santé. T'sais. Il est capable de revenir plus fort de ses blessures. 100%. Puis je sais pas si on a encore le temps. T'as combien de temps encore, Bert? Prends une petite demi-heure, là. Ok. Ben, ça me fait. Toute l'idée du modèle, moi, ça me fait penser à ma propre blessure que j'ai eu à un moment donné, que j'avais été même voir Bert pour qu'il m'attraite, qui était au niveau de mon poignet. Puis, tu sais, au début, ça a commencé, c'était genre au jour de l'an, j'étais tombé, puis je m'étais cogné l'avant-bras, le poignet à terre. Puis là, à partir de là, j'avais comme une grosse douleur. Fait que, tu sais, là, c'est comme le modèle biologique, tu sais, j'ai une douleur, fait que je me suis fait mal, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est-tu une fracture, c'est-tu genre une entorse? Puis là, dans le fond, qu'est-ce que j'avais vu en ligne, c'est que, tu sais, si la douleur diminue, finit par se résorber comme dans la semaine suivante, ou ça diminue grandement, c'est probablement que c'est genre une entorse. Fait que, tu sais, j'avais comme pris un peu de repos, puis, tu sais, je m'étais laissé guérir tout seul, puis la douleur était comme vraiment disparue, là. J'ai comme eu 3 jours que j'avais vraiment plus mal, là, que j'étais vraiment limité dans mon mouvement, mais après ça, c'est comme revenu tranquillement, presque à la normale, mais il restait quand même une petite douleur, puis une petite faiblesse. Euh, mais j'ai quand même, tu sais, ça, c'était comme au début de l'année, puis j'ai continué de m'entraîner, puis j'ai continué de faire, tu sais, toutes les affaires que je faisais normalement. Puis, après, comme plusieurs mois, à un moment donné, je commençais à me rendre compte, tu sais, genre, des fois, juste, tu sais, quand tu t'en vas pour cuisiner, là, tu ouvres ton armoire, puis tu t'en vas chercher, genre, une grosse panne en bas. Puis là, tu sais, je le prenais avec ma main. Puis là, je me rends compte, tu sais, j'ai comme une douleur, tu sais, quand je le prends avec cette main-là, tu sais, qui apparaissait juste parce que le poids qui mettait une tension sur mon poignet, puis là, ça faisait une douleur. Fait que, tu sais, de plus en plus, je me rendais compte, ok, ça fait quand même mal, là. J'ai de la misère à comme prendre des objets un peu lourds dans cette main-là. Fait que je commençais à comme moins l'utiliser, puis à utiliser plus mon autre bras tout le temps. Puis au gym, des fois, de plus en plus, je commençais à me rendre compte dans certains exercices, comme j'avais une douleur qui m'arrivait. Tu sais, je pense, mettons, quand je faisais des dips, moi aussi, là,
sais, tu mets ton bras comme ça, puis là, t'es comme dans une certaine position, puis là, ça mettait quand même pas mal de poids, pas mal de tension, puis j'avais mal, là, j'avais... Puis là, des fois, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, c'est rien de grave, là, je veux juste passer au travers, puis pousser, même si ça fait mal. Puis là, j'ai fait ça pendant un bout, puis là, c'est comme, de plus en plus, ça commençait à augmenter, là, quand je faisais juste des biceps aussi, là, j'avais mal. Là, quand je faisais des flexions de l'avant-bras, flexion du poignet, avec mon muscle de l'avant-bras, là, j'avais mal. Fait que là, ça commençait à être quand même pire, là, tu sais. Moi, j'aime ça m'entraîner fort, puis, tu sais, puis là, à un moment donné, c'est comme là, je suis plus capable de m'entraîner parce que j'ai mal tout le temps. Fait que là, là, on était rendu comme quasiment à l'automne, là, fin de l'été, automne, je pense. C'est là que j'ai dit, gars, Bird, peux-tu juste checker mon poignet, me dire qu'est-ce qui se passe parce que là, ça va pas, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu m'avais dit, c'est que, tu sais, sûrement que même si mon entorse, ça s'était guéri, il y avait comme une certaine instabilité dans mes ligaments qui étaient restés, là. C'est pas nécessairement un dommage, mais il y avait comme une instabilité. C'est ça, comme ça que tu me l'avais décrit, me semble, là. Exactement Puis, comme ça, ouais. ouais. Puis, dans le fond, il fallait comme que je réapprenne à utiliser comme mon muscle comme du monde, tu sais, pour qu'il fonctionne et que j'arrête d'avoir de la douleur. Mais aussi, tu sais, ça me fait penser, comme quand tu disais, tu sais, quand ça fait longtemps que tu as mal, même si c'est un petit peu mal, à un moment donné, la douleur finit par comme augmenter parce que tu as tout le temps mal au même endroit par le même mouvement. Fait que c'est comme le même nerf un peu qui finit par être sollicité. Fait que ton cerveau ou ton système nerveux finit par s'habituer puis dire, OK, ben, on utilise souvent ce nerf-là, fait qu'on va le renforcer, on va rendre ça super efficace de la sensibilité à ce niveau-là, mais dans le fond, ça empire le problème. Puis, tu sais, finalement, à travers, tu sais, tu m'as donné tu m'as dit de, tu sais, éviter certains exercices qui venaient comme à ajouter plus d'inflammation. Tu m'as donné des exercices pour améliorer ma mobilité, l'étirement, la fonctionnalité de, de, de ce joint-là. Puis au final, ça a fini par partir. Puis tu sais, aujourd'hui, là, je fais genre des biceps, je fais des avant-bras, je fais n'importe quoi. Puis tu sais, j'ai plus mal. Puis là, une fois de temps en temps, je vais avoir une certaine douleur qui va réapparaître. Puis là, je suis comme. Puis là, je me dis, ah, c'est-tu ma blessure qui revient? Puis je me dis, ah, ben, je vais continuer. Puis souvent, comme ça finit par partir. Puis ça arrive pas toujours que j'ai mal. Fait que, comme un peu un exemple de comment, tu sais, c'est à la fois bio, mais aussi psychologique, mais aussi, tu sais, nerveux. Comment tout ça, ça peut comme influencer ta douleur, puis tu sais, ta perception de la blessure, dans le fond. C'est sûr que quand tu commences à regarder un peu soit tes expériences personnelles ou les gens autour de toi, le modèle bio-psycho-social, il fait beaucoup plus de sens, là. On a toutes des, tu sais, on a toutes des histoires par rapport à ça. Moi aussi, j'en ai une, là. Je me suis blessé au dos en faisant une surcharge de volume de deadlift. Puis pendant 2-3 ans, j'ai eu mal. Puis à ce moment-là, j'étais à mes études en physio. J'essayais tout plein d'affaires pour essayer de trouver la problématique. Puis il a juste fallu que je tombe sur le bon exercice, le bon type de renforcement pour qu'au final, ça règle essentiellement tous mes problèmes puis que je puisse bouger sans limitation. Fait que tu sais, c'est juste de dire que puis ça revient à un autre sujet qu'il y avait en plus dans ton étude. Je te dis, était vraiment sharp ton étude. C'est vrai de dire que avec le temps, il y a beaucoup de choses qui guérissent. L'exemple que j'ai qui me vient en tête, c'est les tendinites au niveau du coude. Le fameux tennis elbow. Là. Pour la plupart des cas, à 2 ans après la blessure, c'était parti. La très, très grande majorité des cas, pas de prise en charge ou prise en charge, 2 ans, c'était parti. Ce qu'ils ont noté, par exemple, c'est que quand c'était pris en charge par la physiothérapie, le risque de récidive était plus bas, puis le temps de récupération était généralement beaucoup plus vite. Parce que 2 ans, on s'entend, c'est long en maudit à attendre avant que ça soit plus là. T'sais. Fait que c'est quelque chose qui était mentionné de dire oui, c'est bon d'attendre. Des fois, ça finit par guérir, mais ça peut être pertinent d'être pris en charge de façon générale, même si c'est juste pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Parce que si je reprends vos 2 cas, la façon dont vous en avez parlé, juste de savoir qu'est-ce qui se passe, probablement que ça vous a déstressé un peu et vous vous êtes dit, OK, regarde, ça change vraiment mes habitudes, là, ça fuck mon train de vie, mais au moins, je sais que de un, il y a espoir que ça guérisse, puis de deux, j'ai un contrôle sur cette douleur-là, puis j'ai une capacité à aller changer un peu ces symptômes-là. Là. C'est... Voilà. Contrôle. Honnêtement, tu me diras, c'est quoi ton abonnement, Mathieu, parce que je pense que je vais m'abonner, là, c'est très pertinent, là. Le Mass Research Review, dans le fond, c'est ça, c'est... En tout cas, moi, je paye un petit peu par mois. Écoute-les pas, là, mais
Mais Il est vendu. dans le fond, Hey, c'est un esti dirigé. vendu à ça, lui. C'est Ah, ouais, incroyable. Attends. Mais c'est dirigé principalement par les docteurs Eric Trexler puis Eric Helms. Je sais pas si tu les connais, là. Mais Trexler, ça me dit quoi, mais Helms, absolument rien. ils ont déjà fait des collaborations avec Dr. Mike, par exemple, là. Puis dans le fond, c'est ça, c'est des doctorants en physiologie de l'exercice. Puis tu sais, il y a deux autres aussi, là. Il y a une docteure, puis il y a un autre docteur. C'est tout, tu sais, c'est beaucoup par rapport au fitness, par rapport à l'entraînement, par rapport à la nutrition. Euh, c'est ça, c'est vraiment, ils prennent des études, tu sais, qui sortent, tu sais, des nouvelles études. Tu sais, des fois, quand c'est des nouvelles, une nouvelle étude qui est sortie, mais dans le fond, tu sais, c'est le fun de pouvoir lire cette étude-là, mais faut que tu aies la capacité de la comparer avec toute la littérature qui est venue avant. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils vont lire l'étude, ils vont comme faire un review, tu sais, évaluer comment que ça a été fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette étude-là, puis le comparer avec qu'est-ce qu'on sait déjà, tu sais, puis qu'est-ce que ça nous ajoute de plus par rapport aux connaissances qu'on avait déjà dans un certain domaine. Fait que pour moi, c'est vraiment super. Puis tu sais, ces deux gars-là, ils ont un podcast là, qui s'appelle Iron Culture. euh, que c'est ça, à chaque semaine, tu sais, soit ils vont répondre des questions du public, ils vont répondre à une question qui est souvent posée, ils vont avoir des invités qui vont discuter. Fait que c'est une de mes plus grandes inspirations, honnêtement, là. Tu sais, tout ce qui est au niveau du podcast, au niveau de l'entraînement, de la nutrition, c'est vraiment des modèles pour moi, ces deux hommes-là. Fait que vraiment, va checker ça, va écouter ça si ça t'intéresse, là. C'est vraiment, vraiment très fort. Bon, ben, puis tu m'as fait penser en plus, man. Ah, j'étais insulté la semaine passée, là. J'ai vu un, j'ai vu un clip de Dr. Mike. Je pense que c'était Dr. Mike. Qui disait genre, Your PT doesn't know shit! Puis là, j'étais comme, j'étais fucking insulté, j'ai full mal pris, man. Jusqu'à temps que je réalise que PT, c'est personal trainer, c'est pas, Ouais, c'est pas physio, therapist. hein, c'est C'est ça. ça. J'étais off, là. J'étais quand même Ouais, de... il parle le même langage que toi, là. Tu sais, Ah, dis ouais, les ben, je physios, sais, là. Comme, Mais, je suis genre, je suis un grand sceptique de Dr. Mike. Là, à chaque fois qu'il sort une vidéo, j'essaie d'être fâché. Puis des fois, il y a des petites affaires, mais overall, comme, non. il y a une bonne... Il digère bien le contenu pour le donner accessible à tout le monde, là. Mais là, c'est ça, ça m'a juste Mettons que fait bien rire parce que j'étais sur mon sel, je scrollais, man. Ça dit, Your PT doesn't know shit! J'étais comme, hey, va chier, toi! Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est un bon généraliste là, tu sais, pour l'hypertrophie de façon générale. Il connaît pas mal sa force aussi quand même. Mais tu sais, là, Mathieu, il est ben trop vendu à lui. Là. Tu sais, il est tout le temps là. Si Mike il dit ça, c'est tellement la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité. Mike, t'es le meilleur. Moi, ce que je Ah! dirais, Tu rentres chez Dr. eux, il y a Mike, un Non, il cœur le dira avec jamais, Mike. mais il est de même. Il le dira jamais, mais, mais il est 100% mais de même. qu'est-ce que je dirais, c'est que Dr. Mike, il est très evidence-based, mais où est-ce qu'il se distingue, mettons, des autres tu sais, gens evidence-based en ligne, c'est que des fois, il va pousser comme son interprétation de la recherche, il va le mêler avec son expérience personnelle. Tu sais, c'est un gars qui s'entraîne depuis vraiment longtemps, bodybuilder, tu sais, il prend des stéroïdes, il y a de l'expérience en tabarnak, ce gars-là. Mais, tu sais, des fois, il va comme pousser son interprétation, puis il va comme avoir un peu des hypothèses puis des théories que lui va mettre en application puis va recommander aux gens d'essayer ça, même si comme la recherche scientifique empirique n'est pas nécessairement rendue là encore, puis on sait pas si elle va se rendre là non plus. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent parce qu'ils disent ah ben tu sais tu dis de faire ça mais comme puis tu sais lui il va dire ben tu sais on a telle étude puis moi je fais une inférence par rapport à ça puis que je pense que sûrement qu'agir comme ça, faire cette pratique là ça va aider. Fait que, tu sais, des fois, c'est apprendre ou à laisser. Mais tu sais, il y en a il y a des gens qui sont un peu plus safe, qui vont dire, ah ben, gars, la recherche montre ça, fait que moi, je me fie à ça. Lui, il va prendre la recherche, va prendre son expérience, va, tu sais, essayer de former des hypothèses, puis il va dire, ah ben, moi, je ferais ça, puis j'essaierais de faire ça, tu sais, ou moi, je propose aux gens de faire ça parce que ça va aider, tu sais. Fait que c'est là Ben, puis qu'il tu sais, différencie peut-être des autres. au final, c'est une bonne pratique. Là. En physio, on fait exactement la même chose. Là. À un moment donné, les évidences, c'est important. C'est important que tu bases ta pratique là-dessus. Mais des fois, c'est tellement difficile d'avoir des évidences de qualité sur des sujets. Tu sais, la réadaptation, là, c'est tellement multifactoriel que cibler une chose en particulier, c'est impossible. C'est la même chose pour l'entraînement. Il y a tellement de modes de vie, il y a tellement de facteurs externes qui influencent que souvent, tu as des études qui sortent, ça veut absolument rien dire parce qu'il y a trop de facteurs qui l'influencent. Tu sais, je pense à une étude qui a été faite dans un pays scandinave par rapport au sauna, où est-ce qu'ils ont trouvé que les gens qui faisaient des saunas régulièrement, ils étaient 60% moins à risque de développer des troubles
cardiovasculaire. Tu sais, ces gens-là sont tous riches, là, ceux qui ont des saunas. Ah, mais c'est Ils ça. ont toutes des bonnes habitudes Qui a de accès à vie. un sauna, Ils c'est ça. portent déjà attention à leur, tu sais, à leur alimentation, à leur hygiène personnelle. Fait que tu peux pas, tu sais, c'est OK, oui. Tu sais, Et voilà. mettons là, que toi, c'est quelqu'un, mettons au Québec, là, qui fait du sauna, là. Tu sais, il y a beaucoup de chances que c'est ça, genre, tu sais, pour avoir accès à un sauna, faut que tu sois à un certain niveau économique, tu sais, t'as ça chez vous ou t'as accès à un spa régulièrement. Puis aussi, souvent, c'est que si tu prends le temps d'avoir un sauna régulièrement à chaque semaine, ben t'as sûrement plein d'autres habitudes de vie aussi que t'as développées avant ça, genre faire de l'activité physique, bien manger, etc. Fait que tu sais, le sauna, c'est difficile de le distinguer de tout ça, 100% d'accord. Puis peut-être qu'au final, il y a un petit impact positif, mais c'est dur de distinguer, c'est-tu comme juste Ben, le c'est ça. sauna ou c'est On va toutes pas les le autres choses savoir tant que ça. ensemble? Tu justement. Hey, Bert, la question qui tue, je pensais à ça, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Stuart McGill? Tu sais qui, premièrement? Oh! Ah ouais, je sais c'est qui. Oh Ok. shit! Ok, c'est bon. Ah. Mais parce que j'en ai parlé avec mon physio. En fait, c'est mon physio. Moi, j'avais rien demandé, là. Moi, là, j'étais là, client satisfait. Si je m'en vais pour partir de son bureau. Puis là, il est comme Stuart McGill, he's talking shit. Puis là, genre, il commence à dire à quel point que Stuart McGill, c'était un perdant. Puis je pèse pas mes mots en disant ça, là. C'est vraiment ça qu'il m'a dit. Puis là, dans le fond, il m'expliquait un peu. Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on est là-dedans, dans le squat, dans le deadlift, tu sais, dans le powerlifting. Puis lui, il est ouvertement contre ces mouvements-là. Puis là, il dit qu'il y a certains exercices qu'on devrait juste pas faire, puis tout ça. Puis je pense que BioLane l'a déjà confronté là-dessus d'ailleurs. Là. Mais, tu sais, puis dans le fond, lui, ses études qu'il a faites, tu sais, c'est comme un précurseur. Là. Il était là dans les années 80, puis tout. Il était vraiment un pionnier au début. Puis jusqu'à un certain point, ça marchait ses affaires. Mais apparemment, là, qu'est-ce que mon futur m'a expliqué, c'est qu'ils ont fait des études sur les rats qui étaient morts, vivants ou morts, en tout cas, je ne sais plus trop. Mais ils ont comme évalué leur colonne vertébrale, mais ils ont comme trouvé que leur colonne vertébrale, la musculature autour était comme pas adaptative. T'sais. Mais on sait très bien que l'humain est en mesure d'adapter, comme on en a parlé depuis le début du podcast, on est en mesure de développer notre musculature qui nous permet après ça de faire des mouvements plus éreintants comme le squat, comme le deadlift. T'sais. Mais lui, au lieu de comprendre ça, puis de faire des études sur des humains, puis de voir que d'avoir une intelligence, il a décidé de dire ah ben là on l'a vu sur des Wow, rats. wow, wow! Non mais c'est ben, pour de vrai c'est un peu ça qu'il Ah m'a ben expliqué. j'ai mon opinion à donner là. Ben, regarde, c'est un peu ça qu'il m'a expliqué Matt. Puis après ça il m'a dit ben tu sais au lieu de voir ça il est resté dans sa tête de cette étude-là dans les années 80 puis là il dit ça encore aujourd'hui. Mhm. Ben, moi, Ouais, avant que tu dises, Bert, moi, la seule affaire que je sais de lui, c'est comme il y a une certaine méthode. Puis dans le fond, c'est quand tu as un problème de dos, puis c'est là que ça confronte un peu avec ce que toi t'as dit tantôt, tu sais, c'est que lui, il dit, faut que à tout moment, tu gardes un dos, genre, droit, neutre, genre, puis que dans tous les mouvements que tu fais, genre, faut absolument que tu gardes le dos droit, puis c'est un peu comme ça, sa méthode un peu, là. Tu sais, t'essayes dans tout ce que tu fais d'avoir le dos droit, puis j'ai l'impression que ça vient clasher un peu avec ce que t'as dit tantôt. Fait que c'est quoi ton opinion sur Monsieur Begill? Ben, pour commencer, je veux juste comme apporter une mini clarification par rapport à ce que tu as dit, Mathieu. Ça ressemble à ça, mais la méthode McGill, c'est vraiment basé sur la direction préférentielle qu'il appelle. Okay? Fait que Ok. je te garde ça le plus simple possible parce que c'est quand même complexe. Là. La direction préférentielle, c'est si tu as mal au dos, trouve la position qui te fait pas mal, puis pousse le plus possible dans cette direction-là. Ok. OK? Fait que si te pencher vers l'avant, ça fait mal, puis que te pencher vers l'arrière, ça diminue ta douleur, on va faire le plus d'exercices possible en te penchant vers l'arrière pour que, overall, ta douleur diminue. OK? Puis pour ce que ça vaut, il semble avoir certains résultats qui montrent que ça peut aider, surtout dans les phases plus aiguës. T'sais, au début, quand tu as mal, aller diminuer ton range dans la douleur, ça semblerait aider. OK? Puis là, on peut en parler longtemps de cette méthode-là parce qu'il y a des universités qui s'en servent vraiment pas beaucoup. Comme l'Université de Montréal, on l'a à peine vu. Puis McGill, man, que ça. Il y a des étudiants qui viennent d'Ottawa ou qui viennent de McGill, puis qui rentrent en clinique privée, puis ils font que ça. Puis ça, c'est... Là, encore une fois, je suis vraiment biaisé, là, mais c'est vraiment pas pédagogique parce que c'est de la merde à enseigner, la méthode de McGill. C'est vraiment pas facile. Puis de deux, le patient, il a vraiment pas l'impression de faire tant que ça. Fait qu'il a pas l'impression de tant progresser. Puis on l'a dit dans le modèle biopsychosocial, si le patient, on va exagérer, là, mais si le patient est impressionné par son physiothérapeute ou par les résultats qui sont obtenus, les chances qu'il suive le programme et qu'il progresse mieux sont vraiment meilleures. Là. Okay? Fait qu'avoir un physiothérapeute qui est confiant dans ce qu'il dit, ça aide beaucoup. Ça donne la confiance au patient, ça rassure le patient, puis ça le porte dans la bonne direction. Okay? Fait que c'est ça
à mes yeux, c'est ça la critique principale de la méthode de, de cet homme-là. Là. Mais purement niveau évidence, là, moi, ça me fatigue. Parce que, je donne un exemple là, pour ne pas nommer des gens en particulier, mais je ne sais pas si vous connaissez le Squat Squat Journalist. University, là. Ouais, Squat University. Ouais. Honnêtement, la plupart de son contenu. Mais la majorité du temps, je pense que c'est bon pour de vrai. Ça la fait majorité du sens. du temps, Puis... il y a vraiment du bon C'est ça. contenu. Ma pratique, elle ressemble énormément à ce qu'il va dire. Il y a même des exercices que j'ai commencé à utiliser que lui a posté. Ça, l'affaire qui me fait chier, c'est que c'est tellement rendu accessible que là, quand je donne l'exercice, les gens sont genre, ah ouais, mais j'ai vu ça sur quoi de journaliste, j'ai juste copié. C'est pas exactement ça, là, mais overall, il est vraiment sharp, ce gars-là. Mais lui, il se base énormément sur la pratique de McGill. OK? Le problème, il arrive quand il y a des patients qui se présentent avec des symptômes associés, par exemple, à une hernie. Lui, là, zéro dans la flexion lombaire. Exactement comme vous avez dit, là, lui, il faut que tu gardes le dos neutre le plus possible. On va essayer de stabiliser ça au plus possible. Il utilise le McGill Big Four. 4 exercices qui stabilisent ton dos dans une certaine position. Puis on garde ça là le plus possible. À mes yeux, c'est juste limité comme approche. Y a-t-il des patients que ça va fonctionner, ça? Oui. Y a-t-il des patients qui bénéficieraient d'aller chercher plus de range? Définitivement. Fait que si tu te bases juste sur une pratique et que tu n'essayes pas des choses avec tes patients, tu te limites tellement, là, en tout cas, c'est ça. Ça me fait chier parce qu'il y a des très grands professionnels qui sont très compétents, qui ont des très bonnes têtes sur leurs épaules, puis on dirait qu'ils se posent pas de questions par rapport à ça. C'est surtout ça qui est fâchant, là, tu sais. Ton physio, il l'a dit, là, il traite pas particulièrement dessus, là. Mais c'est parce que c'est l'ego à un moment donné, tu sais, c'est comme si revenir sur quelque chose qu'il faisait dans le temps, ben tu sais, dans le temps, je faisais ça, finalement, on a appris avec la science que c'est moyen, fait que là, il faut que je change mes méthodes. Là, je dirais qu'il y a bien de l'ego qui embarque puis il veut rien savoir. Puis après ça, tu sais, moi, le bout qui me confronte le plus, c'est genre, ben, il est ouvertement contre de faire des squats, des deadlifts pesants, puis je suis comme, ben écoute, là, il y a du monde là, qui deadlift 1000 livres, puis comme ils ont encore un dos, là, tu sais, à ce que je sache, comme, oui, ça peut avoir un impact, là, tu sais, c'est comme l'usure à un moment donné, mais comme dans n'importe quel exercice, là. Ouais. Ben, c'est ça. Ou tu sais, c'est souvent du monde qui font pas le sport, puis qui sont comme out of shape, puis là, qui vont dire ça, je suis comme, ok, fine, c'est pas tes affaires, là. C'est ça. Comme tu dis, au final, ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement de contact avec ça. Ils ne savent pas où il y a l'ego, ou c'est des gens que peut-être qu'il y a eu des bons résultats avec cette méthode-là à travers tout ça. Fait que là, ils se disent, ben, ça doit être la bonne méthode de travail. Alors que c'est souvent plus gris que ça. Là. C'est rare qu'il y ait une méthode qui est parfaite. Là. Même moi, ce que je dis, là, on en a parlé là, des Jefferson Curl, mais il y a des patients, il n'y a aucune chance, je leur donne ça. Là. Il y a des patients, c'est soit trop tôt ou c'est pas associé à leurs conditions, ça fonctionne pas. Eux, effectivement, je vais aller plus dans la direction préférentielle. On va cibler plus un type d'exercice. Mais si tu te mets jamais en doute, t'es pas un bon professionnel. C'est Puis, ça, c'est littéralement la dernière phrase de son texte que Mathieu nous a envoyé. C'est quand tu tombes dans le dogmatique. C'est quand tu tombes dans l'idéologie. Moi, je donne juste des Jefferson Curl à mes patients. C'est ça qui règle tous les problèmes de dos. Jefferson Curl, c'est ça qu'on fait tout le temps. T'sais. C'est comme un peu l'approche one size fits all de comme, ben, tu sais, si tu as un problème dans telle affaire, ben, on va te dire tel exercice. Mais tu sais, c'est comme justement, c'est une approche qui est très limitée. Puis là, il faut que tu vois toutes les options que tu as. Mais il y en a qui sont comme tellement attachés émotionnellement à leur procédure qu'ils veulent rien savoir d'essayer d'autres choses. Puis tu sais, c'est pas nécessairement facile aussi de changer de pratique. Là. Quand ça fait 30 ans que tu fais quelque chose, tu sais, juste, mettons pour moi, pour un cas d'épaule, j'ai comme développé un patron dans ma tête que je fais mes tests puis ça fait comme une chaîne de oui-non. OK, y a-tu mal de telle façon? Oui ou non? OK, si je fais tel test de force dans tel range, y a-tu mal? Oui ou non? Tac, 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 tac. Tu développes, tu suis ça, tu vas chercher un exercice qui est associé à ça. Bam, pars-moi ça là-dessus, je fais tel type de traitement. Probablement que ça va progresser, tu sais. Mais ça, cette chaîne-là, une fois qu'elle est faite, là, elle n'est pas facile à changer, là. Puis, tu sais, récemment, j'ai commencé à ajouter beaucoup plus d'exercices au niveau de la longue partie du bicep qui est en avant de l'épaule, qui avant, j'abordais beaucoup moins d'attention, mais je me suis rendu compte que j'ai des patients que c'était vraiment pertinent et que ça allait accélérer la progression. Et là, dans ma tête, j'ai pas le choix de refaire mon organisme, tu sais, mon algorithme un peu pour pouvoir l'intégrer puis ajouter des exercices par rapport à ça. Mais quand ça fait 30 ans que tu es dans le même schème, pas que je comprends, mais je suis prêt à voir comment tu peux pas t'en changer ça ou c'est difficile à changer. Là. Non, c'est la même chose en nutrition des fois, genre tu te proposes des nouvelles idées, puis même si tu sais que ton argument il est bon, tu sais, puis que c'est quand même backé,
sais, les gens, quand que ça fait des années qu'ils pensent comme ça, que tout leur entourage professionnel pense la même chose, tu sais, même si toi, tu as la meilleure intention du monde, puis tu sais, t'as fait tes bons arguments, puis tu veux présenter ça, les convaincre les gens, ça va être assez difficile, merci. À moins qu'il y ait une grande instance, genre, qui disent vraiment, OK, là, maintenant, il faut faire ça, il faut tout changer, tu sais, une nouvelle ligne directrice, là, du genre, là. Mais si c'est comme des petits changements, comme, tu sais, pas trop importants, mais quand même, ben là, ça va être difficile de convaincre. Bon, Tu parles-tu par expérience personnelle, mon Non, homme? j'exagère grandement. on l'enlèvera Mais- ce bout-là. Là. Ben non. Ouais. Alright. Fait qu'on close tout ça. Ou je pense qu'on pourrait continuer de même 1 heure de temps, mais ouais, close. Non, c'était hot. C'est tout le temps le fun des discussions parce que avec Bert, parce qu'il connaît ça, il est investi. Puis nous, on connaît pas ça. Fait que là, ben. Mais on est investi. Fait que. Je pourrais Ouais. dire n'importe quoi depuis le début, man. Vous m'adorez, c'est parfait. Bon, C'est ouais. ça, mais c'est correct que t'as un autre professionnel. Fait que si tu dis de la merde, man. Ils vont venir me chasser. Je vais faire une plainte. Ils vont venir Puis là, me tu vas être gater. dans la merde. Imagine un autre physio qui écoute ce podcast-là, qui se rend compte, hey Félix, là, qu'est-ce qu'il dit? Ça avait rien de vrai. Je vais faire une plainte. Le plainte à l'ordre, là, ils checkent notre podcast, ils sont comme. Puis là, vous faites sponsoriser parce que là, le gouvernement vous voit. Ouais. C'est Ah, ça. c'est ça. Mais là, on va barrer physiothérapie, puis là, on va juste laisser pompier. Juste pompier. Futur pompier. Ouais, fait que c'était Félix Berthiaume, mes amis, tout le monde qui sont encore à l'écoute, les trois qui restent. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions pour Félix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, sinon à le contacter sur sa page Facebook, Instagram. Si vous avez besoin de consulter en physiothérapie, puis vous êtes dans la région de la Rive-Nord, région de Saint-Eustache, Félix, je pense, là, il est pas mal occupé avec son pompier, mais des fois, il peut peut-être prendre des nouveaux patients. Fait qu'il est dans le coin de Saint-Eustache, là, vous irez voir sur sa page Facebook. Fait que je vous remercie, les gars, d'avoir participé, d'avoir été là aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre, faire un autre épisode ensemble dans le futur. Puis, ben, c'est ça pour aujourd'hui. Fait qu'on se retrouve la prochaine fois. Mindset 300.